Bienvenue dans Cliché S. Aujourd'hui, on va encore parler d'anecdotes de vie avec une dimension politique. Et pour cette émission, j'ai reçu Ilona, Pierre et Tatiana de La Riposte. Très content de vous avoir. Merci Je ne perds pas de été. temps. Je vous pose déjà la première question. Vous aurez tous l'occasion de répondre. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a une œuvre qui a eu un impact dans votre vie, qui fait qu'il y a eu un avant-après ou qui vous a révélé quelque chose du monde ? Moi, par exemple, ce que j'ai cité dans la première émission, c'était Will Hunting qui a eu un impact sur moi. Putain, il est tellement bien ce film. Voilà. Mais j'aurais pu citer dans un autre domaine Terminator 2, qui est un rapport à la technologie et les IA qu'on vit aujourd'hui, plus le rapport au père. J'étais parent divorcé. Quoi. Genre à l'époque, toi, t'avais déjà vu dans Terminator 2 un truc du futur des IA Non, et machin. mais je voyais la technologie avancer et me dire que c'est sûr qu'on allait connaître ça. L'arrivée de la robotique, on était dans une période où ça parlait de robots constamment dans toutes les fictions et on avançait vers ça. Donc, T'es trop chaud. Moi, Terminator, je l'ai pris premier degré. Ah ouais. Alors vraiment, Schwarzy qui défonce un Non, moi je vois pas. qui avait zéro. Non, Terminator 2, Ouais. qui est pas, ça raconte pas du tout la même chose que le premier. Il a une dimension beaucoup plus intéressante et ça parle d'apocalypse, ça parle d'avancées technologiques et je ne crois pas du tout au voyage dans le temps, etc. Machin, mais la dimension, la technologie, les robots qui vont, ça, je me disais oui, on va y arriver et on est dedans. Et on est dedans là. Toutes les questions seront aussi dures ou... Non, mais en fait, quand je parle d'œuvre, ça peut être aussi bien une musique, ça peut être un livre. Tu vois, Morgane m'a cité un poète. Donc ouais, ça peut être musique, livre, un artiste, mais quelqu'un qui a eu un impact, quelqu'un de la culture qui a eu un impact sur ta manière de voir le monde ou de voir quelque chose de différent après cette œuvre. Ah, moi, en vrai, il n'y en a pas qu'un, mais je pourrais te citer politiquement, il y a South Park. Ok. Wow, ah ouais. Moi, qui a vraiment... qui m'a pas changé, mais... en tout cas, qui m'a montré que l'art pouvait être à ce point politique, m'intéresser, engagé et pertinent. Ouais. Avant ça, j'étais pas trop dans ce délire de est-ce que l'art peut pousser les gens à réfléchir ou à changer. Même les œuvres qui faisaient réfléchir, j'ai trouvé un peu claqué. Mais ouais, South Park m'a fait changer d'avis là-dessus. Parce qu'ils ont rendu ça divertissant en même temps qu'intéressant. Ouais, et puis avec des propos très en avance sur l'époque. Que nous, on prend ça, parce que là, je te parle de South Park aujourd'hui, bon, le monde est vraiment international, donc ouais. On se prend tous en même temps. Mais les premières saisons politisées de South Park, il y a quand même un sacré décalage avec les États-Unis. Ouais. Donc vraiment, on ça a devient une satire. Ouais. Ça devient une satire que nous, on connaît des fois 2-3 ans après, sur Internet, sur la manière de communiquer, sur même les tendances sociales de l'époque. Tu sais, c'était les premiers à avoir Facebook. parlé sur Facebook, les relations, ou même le côté, tout ce qui est woke, tout ce qui est, tu sais, quand ils font le proviseur, le nouveau PCC, etc. C'est des trucs, moi, à l'époque, quand je le vois dans South Park, j'en avais jamais entendu parler. Et quand je le vois débarquer, genre quelques années plus tard, le mouvement en France, je suis en mode, ah ok. Bon, après, tu le vois avec le prisme de South Park, donc ouais. t'es un peu biaisé sur ce truc-là, tu te fais après ta propre idée. Mais ouais, ça m'a fait vraiment évoluer. Ok, à partir de South Park, tu te dis, ok, tu peux faire des œuvres politisées, fun. Ça t'a inspiré ou ça t'a ouvert Ça m'a montré que ça peut être bien, et bien fait. Parce qu'avant ça, tu vois, il y avait en France, on avait des gars comme Les Inconnus qui faisaient des trucs qui étaient déjà politiques à l'époque. Mais moi, très sincèrement, j'étais pas fan du tout. J'étais plus branché les nuls et humour absurde ou je trouvais pas ça très drôle ou après en stand-up si peut-être, mais en divertissement non, il y a rien qui me plaisait. South Park, c'est vraiment ce qui m'a montré que c'était possible et qui m'a vraiment pris et amusé quoi. Du coup, tu disais que tu avais plein d'exemples. Ouais, moi j'avais plein d'exemples, mais c'est parce que ça rejoignait un peu le truc Terminator 2, j'avais pas vu, mais iRobot, ça m'avait un peu brain dans le même sens. Je sais pas si vous avez vu ce truc avec Will Smith, à l'époque je le regardais en boucle, ça me foutait trop les boules. Et sinon, il y a un autre film qui m'a vraiment brain quand j'étais plus jeune, et là je pense qu'il y a vraiment eu un avant et après, c'est The Imposter, je sais pas si vous avez vu ce truc. Ça se passe aux États-Unis. C'est genre dans une famille un peu défavorisée, tout. Je crois que c'est dans le Texas, mais vraiment j'ai peur de dire de la merde. Et ils perdent leur enfant. Il y a un enfant qui disparaît. Il a genre 13-14 ans. Tu sais, c'est une famille, ils ont plein d'enfants, ils font pas trop gaffe et tout. Et en fait, plusieurs mois après, il y a un mec qui se fait passer pour l'enfant qu'il retrouve.
Et c'est tout un truc avec l'influence de la police, la famille qui a potentiellement un lien avec la mort de leur fils. Ils acceptent C'est très bizarre, le film. Je vous conseille de le regarder. Je l'ai très mal pitché, mais il est super. Je vais le regarder parce que je te fais confiance. Ouais, vraiment. Regarde-le. Et mais sinon, ça a eu quoi comme impact sur toi? Mais le truc de, ok, la police, elle se mobilise pas tout le temps pour les bonnes causes. Genre là, ça arrangeait de trouver un enfant. En fait, le mec qui se fait passer pour l'enfant disparu, c'est compliqué. C'est genre un mec de 30 ans qui a même pas la même couleur des yeux. Et juste la police était là, ah ouais, c'est bon, c'est d'office lui. Et je sais pas, il y a tout un truc autour de la vérité, du mensonge et de... Pour histoire de caler l'histoire, de faire la propagande dont on a retrouvé le gamin, exactement. Etc. Okay. Trop louche. Trop louche. Et sinon, un truc que j'ai lu plus récemment, qui m'avait aussi fait un gros coup dans la gueule, c'est un livre d'un mec qui s'appelle Jérôme Collin, qui bosse en Belgique, c'est un journaliste, et il a écrit un livre qui s'appelle Les Dragons, et ça parle de tous les établissements de psychiatrie pour enfants. C'est trop bien. Voilà. Mais ça, tu dis ça, t'es en dépression après ou... Ouais, c'est triste. Hein. Ok, d'accord. C'est triste, mais ça montre une réalité à laquelle on n'est pas du tout confronté, quoi. Ouais, en fait, les institutions, elles sont pas du tout faites pour accueillir et accompagner de la meilleure des façons les enfants qui sont atteints de ce genre de trucs, quoi. Ok. Tatiana, c'est quoi? Est-ce que tu as une... Je vais saouler tout le monde parce que ça va parler à personne, mais si on parle vraiment d'une prise de conscience, tu vois, tu parles de ton âge, de quel âge? Enfin, 10, 12, 13 ans. Non, mais toi, tu as donné des exemples, t'avais quel âge? Ah ouais, Terminator 2, je devais avoir, peut-être, je sais pas quand c'est sorti, peut-être 12 ans, ouais. Donc, moi, j'étais en Russie, on est d'accord. Donc, t'as moins de prise de conscience après 23 ans qu'avant. Et donc, j'étais en Russie. Et je pense que la première prise de conscience, c'était avec toute la dimension de la musique rock russe qui existait, hein, les fin des années 80, début des années 90, juste avant le putsch et pendant toute cette atmosphère, en fait, quand les gens... Là, je vais dire un truc totalement contradictoire par rapport à ce que je dis sur scène, mais c'est parce que je suis l'enfant de post-communisme un peu. Et cette période, elle était très merdique. Les gens, ils étaient très fatigués. C'est pas qu'ils voulaient du capitalisme. En tout cas, ces rockers russes, c'est pas qu'ils voulaient du capitalisme, ils voulaient de la liberté, parce qu'il y avait beaucoup de censure. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de censure dans le cinéma. Il y a tellement de choses qui se lisaient entre les lignes, parce qu'en fait, les ministres, ils étaient teubés, en fait. Donc, ils ne comprenaient pas le suspense, les allusions, etc. Donc, les cinéastes, ils s'en sortaient comme ça. Et donc, la dimension rock, c'est vraiment... La Russie, elle a vraiment embrassé. Okay. Le rap est arrivé un peu plus tard. Et donc, tous ceux qui se sont alimentés avec du Ozzy Osbourne, avec tous ces rockers américains, eh bien, en fait, ils étaient à la fois provocateurs, comme c'était aux États-Unis, mais aussi les porteurs du drapeau de la liberté. Okay. Donc, la provoque, elle servait à quelque chose. Les textes, ils étaient méga lourds, en fait, qui étaient bourrés de métaphores politiques. Ouais. Et c'était tellement intéressant. J'avais 10-12 ans. J'ai adoré ça. Okay. Parce que ça sentait la révolution, j'adorais ça. Okay. Et c'est là où il y avait la prise de conscience que, en fait, tu peux être artiste et tu peux faire changer la mentalité, tu peux porter quelque chose, tu peux être utile politiquement parlant. Et ouais, donc on était trop... J'ai eu très, très marrante parce que j'étais toujours très petite, donc encore plus petite quand j'avais 10 ans, et j'avais des t-shirts noirs avec des croix, j'avais des ongles noirs. Franchement, il n'y a pas de photo, mais il faut que je retrouve quelque part parce que je vais être très nostalgique de moi de l'autre fois parce que j'étais très dark. Ouais, j'étais très dark. Mais parce que j'ai adoré ça. Adoré ça. D'ailleurs, j'ai une question juste pour la Russie. Mais nous, on a grandi avec la culture hégémonique américaine qui, dans Rocky, l'américain, il tabasse le russe qui est plus grand, etc. Machin. Ces films-là, vous les avez eus aussi en Russie ou pas du tout? Ah, on adore. Tu sais. Ah ouais, Rocky, oui, peut-être pas avant le... Oui, mais oui, en vrai, sur la fin du RSS, on a un peu tout eu. Ouais. Même avant le putsch, etc. Donc, il y avait des trucs moitié piratés, moitié diffusés, parce que c'était déjà un relâchement pas mal en termes culturels, etc. Et nous, on adore. Et vous ressentiez que vous étiez présentés à chaque fois comme les méchants? Oui, mais ça me plaît.
Ah ouais? Ok. Non, si, en fait, la confrontation avec les États-Unis, elle date pas d'hier, elle date pas des années 90. Non, bien sûr. Elle date de Staline et de cette époque-là, en fait. C'est encore pendant Staline qu'il y avait le slogan rattraper et dépasser les États-Unis. Okay. Donc c'est un vrai slogan russe qui a toujours fonctionné. Tu regardes tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est les vols en espace, etc. Oui, la guerre froide. Oui. La guerre froide, elle est dans les veines, elle est dans la mentalité. Et donc, oui, c'est un peu normal qu'on soit représenté comme ça. On n'est pas étonné. Oui, mais vous étiez présentés comme les méchants et vous perdiez. Donc je me disais, est-ce que ces films-là, ils avaient quand même un succès chez vous? Est-ce que tu avais le seum de perdre? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais est-ce que... la représentation n'était peut-être pas optimale. Ouais, c'est ça. C'est que dans tous les films, les Américains, ils tuent les Russes à chaque fois. Aujourd'hui, enfin, après 2000, ils tuent tous les Arabes. Mais ce que je veux dire, c'est que... quand tu es dans le pays qui est présenté comme le méchant, le terroriste systématiquement, est-ce que tu regardes quand même le film de la même façon? Est-ce que les États-Unis te font rêver quand tu regardes le film? Parce que nous, on regardait Rocky ou Rambo, etc. et on n'était pas concernés. Donc on regardait juste un truc un peu stylé. Je sais pas, je peux pas répondre pour tout le monde en réalité, mais j'ai l'impression qu'on calcule pas. C'est un lieu commun, pour vous comme pour nous en fait. C'est un lieu commun, bien sûr. Enfin, on a appris à rigoler depuis longtemps. Et puis il y a aussi un inversement. Tu crois que nous on fait pas ça? Nous, on a plein de films, plein d'images, plein de blagues contre les États-Unis. Donc, et même il y a un lieu commun aussi que les Américains sont débiles. Donc il y a un truc. Alors personne ne le pense pour de vrai. Enfin, je dis personne, mais dans la grande masse, ne le pense pour de vrai. Mais c'est un lieu commun qui existe. Et il y avait même un humoriste qui faisait plus du stand-up, c'est marrant. C'est un monsieur qui est ancien, donc nous aussi on a commencé plutôt par des one-man shows. Et lui, il faisait plus du stand-up, il avait sa feuille. C'était assez récitatif dans la manière de vendre la chose, voilà. Mais c'est ça qui faisait rire aussi parce que c'était tellement lourd. Et lui, il avait un petit leitmotiv, donc il répétait tout le temps oh, les Américains sont débiles, nos débiles, oh, ils sont débiles. Et, en imitant, bien sûr, ce qui se dit dans le peuple, parfois, quoi. Et en même temps, dans ces blagues, ils n'étaient pas toujours très débiles. C'est nous qu'on a pensé qu'ils sont débiles, mais en fait, voilà, il y avait un effet comique, bref. On a fait ça, on a fait ça en France avec les Belges, hein. J'y ai pensé en plus. Mais non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai, c'est abusé. Mais c'est pour ça que je rejoins genre légèrement. Mais vraiment, le perso russe, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce truc méga cliché de toujours un peu la même gueule, toujours un peu le même accent, toujours un peu le même rôle. Et nous, les Belges, c'est vrai qu'on a servi de ouf à la même chose pour ça vous. Vous a énervé, et voilà, c'est la question. Bien sûr, ça nous saoule. En vrai, ça dépend. Mais est-ce que Parce qu'on en a joué aussi, genre voilà, dans Dickeneck, on a forcé un trait de ouf avec l'aspect comique de ça. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a un Belge, c'est vraiment l'abruti du village, quoi. Et du coup, tu regardes le film en étant énervé ou tu captes que c'est... tu captes que c'est un cliché qui est mauvais pour vous? Je suppose que oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu le regardes avec direct le second degré ou tu acceptes quand même l'œuvre telle qu'elle est C'est une bonne question, je pense que ça dépend des œuvres, mais effectivement, très personnellement, moi, chaque fois, ça me saule un peu, j'avoue. Parce que je trouve que c'est un poil réducteur. Après, c'est vraiment gratos quand même. Ouais, c'est parce que il n'y avait pas de guerre froide. Je sais pas de quoi c'est parti. Il y avait vraiment rien, c'est vraiment totalement gratuit. Vos de cousins, genre, c'est vraiment ça. Bah, c'est ça. Hein. Ouais. Calme-toi quand même. La différence, quand même, que la plupart du temps, les Russes sont juste présentés comme des grands méchants. Ouais. On n'est pas toujours abrutis. C'est ça, parfois. En fait. Ça, c'est moins... C'est alcoolique. Alcoolique, mais en fait... On boit tellement, donc ça, quelque part, on l'accepte. Tu trouves que c'est mérité, ok. C'est vrai que c'est différent comme rapport. Vous êtes quand même très objectif sur... c'est un truc de ouf. Non, c'est pas un truc de ouf, c'est un truc de blanc. Et c'est un truc d'un grand pays. En fait, tu peux pas nous oppresser, par définition. On n'est pas oppressable. Et dans nos têtes, c'est pareil. Mais il y a peut-être de ça aussi. Hein. C'est que oppresser un pays qui est vraiment égal à égal avec toi, c'est pas la même chose qu'oppresser un pays sur lequel tu as un réel ascendant et que potentiellement tu peux vraiment opprimer si tu le désires. Là, les Américains, ils sont dans un jeu avec les Russes où, en vrai, c'est vraiment... C'est équivalent. Ouais, c'est ça. Il y a match, quoi. Ouais.
Avec la Belgique, c'est pas pareil. Bah là, on se fait tacler, ouais. Ouais, donc c'est très gratuit, hein, ouais, c'est très gratuit. Culturellement, il y a largement match. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, on a quand même... Bien sûr. À un moment, on a été une très grande puissance, hein, attention. Bien sûr. Avec la colonisation. Ouais. Ça prend les tu veux le mettre en avant Autre question, parce que ça rentre un peu dans les clichés, etc. Mais c'est quand la première fois que vous avez été témoin ou victime de racisme? Oui, je sais, je parle à trois blancs. Je parle à trois blancs, mais ça n'empêche que vous avez forcément expérimenté le racisme en étant soit témoin avec des amis, soit... Moi, je me souviens très très bien de la première fois où je suis témoin de racisme, mais je m'en rends pas spécialement compte. Parce que moi je grandis aux Ulysses, donc une ville où beaucoup de Noirs et d'Arabes, et dans un quartier où je suis un peu la famille, c'était la famille où il y a les seuls blancs du quartier, quoi. Ouais. Et j'étais petit, hein, et on traîne avec mes potes aux Ulysses, et on passe par un quartier, et c'est un quartier... Petit, quel âge? Je dois être pas en CM2, avant le CM2. CM1. Ouais, mais peut-être je connais toutes mes classes. Vas-y, peut-être CE2, peut-être CE2, c'était vraiment chiant. Ok, d'accord, c'est comme ça. Non, mais là, le podcast a pris un autre tournant, je vous le dis tout de suite. Juste des questions de culture G, mec. Avant le CM1, CE2, vas-y. Bref, je suis petit, et on passe dans un quartier où il y a là où on met les vieux, quoi, un home. Ah, un EHPAD. Un EHPAD, mais à l'époque, c'est pas un EHPAD. C'est une maison de retraite. Une maison de retraite, mais c'est un nom, bref, je sais pas. Et c'est dans cette maison de retraite, il y a que des vieux qui ont un peu, des fois, perdu la boule, ou je sais pas, enfin, ils sont pas eux-mêmes, tu vois. Et nous, on passe. Un peu sénile. On passe devant. Et je me rappelle des vieux à qui, à chaque fois, nous embrouillent, tu vois. Alors qu'on fait que passer, mais on est peut-être petits, on fait du bruit. Et à un moment donné, il y a une vieille qui passe la tête et qui traite mon meilleur pote de singe. Ah ouais, violent. Violent, cash. Et moi, et sur le coup, je me rends pas compte du truc, moi. Ah ouais? Je me dis même pas que, tu vois, un noir, ça peut être comparé à un singe. Ouais. Et je suis pas au courant, même que c'est raciste. Ouais. Et ouais, pour toi, elle l'a juste insulté. Elle l'a juste insulté, et même limite, elle m'aurait pu me traiter moi de singe. Ouais. Bon, évidemment, c'était lui, tu vois, c'était pas moi. Mais moi, sur le coup, je me rends pas bien compte, et lui, je vois, ça le touche de fou. Et c'est resté longtemps, cette scène, et j'en parle avec lui récemment, parce qu'on s'embrouille sur un sujet, où il me dit que moi, j'arrive pas à le comprendre. Ouais. Et on se prend la tête avec là-dessus, tu vois. Et il me dit, et tu te rappelles, tu sais, quand tu les amis d'enfance, ouais, la fois avec des clichés. Et il me dit, où elle m'a traité de singe et tout. Et je me rends compte que lui... Il l'a pas vécu comme toi. Comme je dis, on devait être en CM1, il a 40 ans. Et ça le travaille encore, ça l'a marqué de fou furieux. Et c'était la première expérience, et je l'ai vécu sans vraiment le vivre, tu vois, sans vraiment... Ouais. Enfin, moi, je l'ai pour le coup pas vécu, mais j'en étais témoin sans même m'en rendre compte. Et là, quand il m'a dit ça, et que j'ai vu à quel point ça l'avait touché, et que ça le touche encore, et que ça l'a même touché, que moi, ça me touche pas vraiment. Bah ouais. Tu vois? Je pense que c'est peut-être ça plus qui l'a marqué aussi. C'est l'ensemble du truc. Et parce que lui, le soir, il a dû y penser toute la nuit. Moi, je suis rentré chez moi, après, j'ai allumé la console. Ouais. Ah, tu vois, la vie, elle a continué, quoi. Elle a continué, mais je m'étais même pas spécialement à ce moment-là rendu compte à quel point c'était grave. Et donc voilà. Et ça a eu quoi comme impact? Parce que du coup, tu t'en rends pas compte. Mais du coup, ça n'a pas d'impact sur toi tout de suite. Non. L'impact, tu l'as quand ton pote, il t'en reparle. Ouais. Parce que toi, t'avais zappé cette histoire. Moi, j'avais zappé cette histoire, mais ça a un impact sur moi aujourd'hui. Ouais. De me dire à quel point, quand on dit, quand tu peux dire, quand une personne victime de racisme peut dire à un blanc, tu t'en rends pas vraiment compte et tu le vis pas comme ça, c'est réel. Ouais. C'est réel. Même si le truc se passe à côté de toi, en vrai, tu le vis pas de la même manière. Ouais, pour toi, c'était un mardi, et pour lui, c'était un jour à marquer. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça, ça m'a touché. Quand il m'a dit ça m'a vraiment touché. Enfin, en fait, je l'ai même assez... Genre, mec, je vais réussir à prendre le rôle de la victime. Ouais, bien joué. T'as vu comment j'ai bien retourné la situation? C'est vraiment très dur. Et du coup, depuis, je culpabilise de ouf, et c'est vraiment très dur, Hakim, ça. Et puis, je milite énormément. Cela dit, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue ado avec des amis à moi. Donc, j'ai grandi au Havre. On a une plage sur le Havre. J'ai un de mes potes, Maxime, qui avait un Doberman. Ok, on est dans... c'est magnifique, beau. magnifique chien, gentil. Vraiment... si c'est pas un Doberman, il a un comportement vraiment de chien adorable, quoi. Et on se promène sur la plage, je suis avec mon pote Maxime et Cédric et moi qui marche avec eux et Romain. Donc mes trois potes sont blancs et Maxime à un moment donné, je sais plus s'il doit faire son lacet ou peu importe et tout, il me dit tiens la laisse
2 minutes. Et moi, je suis trop content, son chien, je l'adore. Je dis, ouais, en plus, j'ai pas de chien. Donc, je sais pas, je suis trop content d'avoir son chien, quoi. Et on continue de marcher et tout. Et il y a une dame qui marche avec un bébé non, elle a une poussette. Et son mari est à côté. Et elle marche. Et d'un coup, elle tourne la tête. Elle voit le chien. Mais le chien, il n'a rien fait. Mais juste, elle le remarque. Elle fait « Ah !» Elle attrape son bébé. Et elle le prend dans ses bras. Et elle dit « Mais ça va pas !» et tout. Et moi, je suis là. Je dis « Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ?» Et elle dit « Ouais, il a failli manger mon chien. Il a failli manger mon bébé. » Je dis « Mais pas du tout. » Mais juste, elle a eu peur du chien, quoi. Je dis « Mais pas du tout et tout. » Et donc, les gens, tu sais, elle a son bébé dans les bras, elle crie. Donc, les gens sur la plage se retournent. Qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit « Ouais, il a failli manger mon bébé et tout. » Je dis « Mais pas du tout. Il a même pas aboyé, rien et tout. » Elle dit « Ouais, sale arabe. » Et là, je vois. Ah oui, c'est parti très vite. Oh putain, l'ambiance. Elle parlait pas du chien, elle parlait de toi, ça se trouve. L'ambiance a fait. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas vu ce qui s'était passé étaient en mode le bébé et tout, et d'un coup elle crie sale arabe, ça fait wow, attends, on était avec toi, on n'est plus avec toi, tu vois. Et en fait, elle crie ça. Et elle voit que l'ambiance change autour d'eux. Je dis mais elle est zinzin. Le chien il a rien fait du tout et tout. Et j'ai vu les gens autour qui ont dit Madame, c'est mieux vous partez parce qu'en fait là ce que vous avez fait c'est vraiment pas. Et vraiment c'est parti de sale arabe de nulle part. Et moi j'étais là avec le chien et je savais pas quoi faire. Et mon pote Maxime il est arrivé, il m'a dit je vais récupérer mon chien parce que... et il m'a dit c'est ouf, ça m'est jamais arrivé. Mais toi tu l'as vécu comment? Ben je sais pas si c'est la combinaison de moi avec le chien, si c'est elle a peur des chiens, mais être insultée de sale arabe. Il y a quand même un fond de racisme quand être insultée de sale arabe en public. Et en fait, j'ai été incapable de réagir parce que je me suis dit, mais c'est une maman, elle a un bébé, je vais pas l'insulter, je vais pas me battre avec elle. Tu sais, je suis un ado, je pouvais que réceptionner l'insulte subir l'info et la laisser partir. J'ai pas appelé la police, elle m'a dit ça là, ils en ont rien à foutre. Ouais. Donc je me suis juste fait insulter en public et j'ai rendu le chien à mon pote. J'ai dit ouais bah je vais plus marcher avec ton chien parce qu'en fait déjà moi tout seul qui marche, je fais rep aux gens. Un arabe avec un Doberman. Un arabe en jogging, donc un arabe en jogging avec un Doberman, vas-y c'est mort tu vois. Et en fait j'ai capté que lui qui marche avec son chien c'est déjà chelou. Mais alors moi, c'était un combo qui faisait peur aux gens de fou, quoi. Mais je sais pas si tu te souviens dans les années quand Chirac il se fait élire, ça devait être à peu près cette période, je pense. 2002. Il y avait un délire dans les médias, sur les chiens d'attaque, que les Noirs et les Arabes en cité possèdent, font des combats. Il y avait un fantasme dans la société française. Ouais, qui font des combats de chiens. Des combats de chiens et qui sont des chiens dangereux et qui vont faire des émeutes. Non, mais c'était un vrai délire en France, un vrai délire. Mais limite Chirac. Ils ont fait des classements de pitbull, chiens de défense, chiens d'attaque. Muselière, etc. Tout est passé à ce moment-là. Ouais. Et ça, et je pense que dans la tête des gens, et même je suis sûr que ça a joué sur les élections, et même dans la tête des gens, les chiens, c'était un vrai c'est devenu une arme. C'était une arme qui était utilisée par les jeunes de cité. Mais en même temps, les seuls qui dressaient les chiens pour manger les gens, c'était les colons quand même. Oui. Comme aux États-Unis, où c'est bien là où on prenait les territoires, quoi. Enfin, et c'était un peu ça dans la tête des gens, sauf que c'était pas des colons, quoi. Oui, c'est ça. Et le chien a été quand même mis en avant sur pas mal de pochettes de rap. Ouais, full. Ah. Il y a ça qui a joué aussi. Ça a été un symbole d'une certaine façon. Avec on a eu DMX, on a eu beaucoup de rap américain, mais on a aussi en France... il me semble que Demo One, etc. Enfin, la mafia qu'un free, ça posait aussi avec des chiens. Il y avait des marques de streetwear. Ouais, voilà. C'était un peu l'emblème du mec de cité, au même titre que les Stan Smith à l'époque. Les gens, ils pouvaient avoir peur des Stan Smith, frère. Enfin, il y avait vraiment. C'est fou l'imaginaire populaire. Quoi, vraiment. Kaza porte son pseudo parce que Pitbull. En gros, il y avait un pitbull dans son quartier qui s'appelait Kaza. et on lui ça se vanne au quartier, etc. Et on lui a dit ouais de quoi tu parles, toi tu ressembles à Kaza, le chien de machin. Et c'est resté. Et du coup c'est resté, on l'appelle Kaza parce qu'il ressemble au pitbull d'un des gars de son quartier. C'est hilarant. Ouais, c'est dur quand même. Parce que Kaza il a des petits sourcils comme ça, tu vois, comme le Rottweiler, etc. Et donc Rottweiler ou pitbull, je sais plus ce que c'était. Et donc ils lui ont dit tu ressembles à Kaza, quoi. Vu la tête de Kaza, à mon avis c'était un pit. C'était un pit. C'est sûr et certain. Du coup, première fois que tu expérimentes le racisme? Je sais plus l'anecdote que je voulais vous raconter. Je sais pas si c'est exactement une des premières fois, mais la première fois, mais en tout cas, ça a été une des prises de conscience des privilèges que j'avais qui étaient monstrueuses. Moi, au contraire de Pierre, j'ai grandi vraiment dans un quartier hyper favorisé. J'étais vraiment un truc de turbo riche et tout. Tout le monde avait plus ou moins ma gueule, donc pas trop confronté
au reste du monde. J'étais dans des écoles un peu Montessori, un peu... Oui, c'est vrai que tu m'as dit que tu avais fait Montessori. Un peu slay, petite meuf, quoi. Dans une famille un peu conservatrice. Bref, jusqu'ici, mon CV est merveilleux. Et j'avais quand même des potes racisés parce qu'il y avait quand même des gens racisés. Il y a quand même des gens. Il y avait quand même des gens racisés. Tu peux pas que les parquer dans des endroits. Ils étaient quand même avec nous, genre. Et moi, je sortais très jeune, tard le soir et tout, parce que... Très jeune, c'est quel âge ? 13-14 ans. Genre, j'allais en boîte de nuit, 13-14 ans. Ah ouais ? Ouais, mes parents s'en battaient un peu les couilles. Ah ouais, moi, quand tu me dis sortais très jeune, je pensais genre, tu sortais dehors. Ouais, à 18h. Ouais, la meuf, elle rentre à 19h, elle est folle. T'allais en boîte de nuit. Ouais. Le seul truc qui était genre un peu risqué pour moi, c'est que j'étais une meuf, c'est tout. Enfin, j'avais pas d'autres. Ah, je t'assure, y a pas que ça. Hein. Ouais, bah, en tout cas, moi, à ce moment-là, mon père, il me déposait devant la boîte et il était là, passe une excellente soirée, bye. Ah ouais. Oh, ouais. Enfin, bref, ça, on s'en fout, c'est mon éducation. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait partie de ton parcours, etc. Et surtout, moi, je trouve que chez moi, c'est impossible. Parce que, ouais, c'est vrai. Moi, je suis un mec, rebeu, etc. Ma mère, si j'allais en boîte. Mais frère, toi, tu rentrais pas en boîte de nuit, toi. Bah, déjà, je rentrais pas facilement. Oublie ça tout de suite, ça n'a aucun rapport avec ta mère. Le seul truc que j'avais, c'est que j'étais une meuf, donc globalement, à part ça, pouvait pas m'arriver grand chose, quoi. Bah, un viol quand même. Oui, mais. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que mineur. Ça n'existait pas à mes 14 ans. Ouais. C'était une autre époque, il n'y avait pas ce genre de choses. Et le truc que je faisais pour pas payer de taxi pour rentrer chez moi, c'est que dès que je voyais une voiture de police sur la rue, je l'arrêtais, je disais désolé, je suis un peu perdu, vous pouvez me ramener chez moi. Et je rentrais chez moi gratuitement. Moi, jusque-là, j'étais en mode, je suis un immense génie, genre. Et je partage cette technique. Ah non. À ma meilleure pote qui est racisée. C'est pas du tout drôle, mais c'est un peu En vrai, c'est un peu drôle quand même. Du coup, elle fait cette technique en mode je suis un peu perdue, vous pouvez me ramener. Ils l'ont amené au poste de police. Et je suis là, c'est trop triste, quoi. Et c'est la première fois. Ah ouais, donc ils l'ont ramené au poste et en mode on appelle les parents, ils viennent la chercher au poste. Mais c'était en mode. Elle était apparemment suspecte. Marcher dans la rue. Ah, dinguerie. L'anecdote de ça. L'anecdote, elle est bien, l'anecdote. elle est incroyable. Je vous ai un peu teasé, mais en vrai, elle est excellente. Non, et après, genre, elle en plus, comme elle a grandi avec des blancs qu'elle a adoptés, elle était en mode je comprends pas. Elle comprenait pas pourquoi on l'a amenée au poste. Elle avait pas son référentiel. Donc je pense que moi, j'ai été confronté à mon privilège et elle au racisme en même temps. Ah, vous avez vécu tous les deux. Ouais. Putain, c'est ouf. Tatiana. Au poste direct. Alors, la toute première fois, bon, tu couperas si c'est pas bon, mais vraiment, la toute première fois qui m'a marquée, et justement, pourquoi je dis la première fois ? Parce que je comprenais pas. J'avais entre 7 et 10 ans et j'avais une copine qui était plus âgée que moi. Donc, elle, globalement, elle était ado, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Et son père, elle était antisémite. Okay. Mais je ne savais pas, enfin, je ne connaissais même pas le mot. Ouais. Donc, mais c'est juste pour expliquer un tout petit peu le contexte. Elle était baignée un peu dans les discussions autour de ça, j'imagine, chez elle. Je n'ai pas entendu, mais j'imagine que ce n'est pas dans son esprit d'une jeune fille qui n'a jamais été confrontée à côtoyer, d'ailleurs, les juifs, j'imagine. Ouais. Donc, ça ne pouvait pas naître tout seul. Et un jour, on est devant la télé, il y a une pub de glace, une pub importée, parce que c'était début des années 90, on ne tournait pas encore les pubs aussi bien faites. Donc, avec une modèle... Il doublait par-dessus ? Avec une modèle, non, mais c'était une fille, jolie modèle, une modèle sûrement internationale, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on ne connaissait même pas son nom. Et elle commence à me dire que, ah ouais, ça se voit qu'elle est juive et tout. Alors, juste... une fille sublime. Enfin, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a même maintenant, quand j'essaie de me rappeler du visage de cette fille, on ne sait pas qui elle est, en fait. Ouais. Donc, elle ne connaît pas la personne. Elle juge sur l'apparence et elle continue, je répète qu'elle était sublime, elle continue à s'acharner sur son physique. C'était pur physique. Le nez, c'était pas ça, la bouche, c'était pas ça, elle mange mal la glace, ou je sais plus quoi. Mais c'était une dinguerie, c'était un tel décalage avec la réalité, et je comprenais pas. J'ai essayé d'allumer ma logique, d'incruster ma logique dans cette conversation, mais rien qui marchait. Je me disais, mais tu vois où ça, en fait ? C'est une top modèle, en fait, je comprends pas. Et vraiment, je pense que j'ai mis des années à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, je me suis couchée tranquillement, comme toi, après ton cas. Elle vole un peu mon anecdote. Parce que je comprenais pas. Je comprenais pas. Aucune personnalité. Vas-y, c'est pas grave. Non, mais je comprenais absolument pas de quoi est-ce qu'il s'agissait, en fait. C'était
incompréhensible pour moi. Il n'y a aucune logique qui marchait dans ce qu'elle me racontait. Donc, je laissais tomber dans le coin de ma tête et j'ai compris des années après. D'ailleurs, elle aussi, elle a changé. Mais bon, peu importe. Et elle a changé dans quel sens? Non, dans le sens normal, dans le bon sens. Elle a compris que son père lui avait mis des idées de merde dans la tête. On n'est pas vraiment revenu sur le sujet, mais elle a plus jamais dit rien de tel et c'était pas du tout ressorti. Et deuxième cas de figure, c'est quand je suis arrivée en France. Là, c'était un peu plus personnel, du coup. Je commençais à sortir. Elle a le droit à 2 anecdotes? Ouais. Non, parce qu'au cas où, le premier. Tu veux une deuxième elle a le droit à 2 anecdotes? Non, moi, je raconte au cas où le premier, il est trop chaud et il faut le couper. Je raconte le deuxième. Un peu plus personnel pour le coup. Donc, j'arrive en France à 23 ans. Je commence à sortir avec mon futur mari, qui est d'origine africaine. Et moi, dans ma tête de blanche, il n'y a jamais aucun problème. En fait, on a le droit à tout, etc. Et justement, à un moment donné, on a une conversation. Elle me dit, ouais, boîte de nuit, il faut encore entrer. Tu peux te faire recaler. Je dis, je n'ai jamais fait trop caler dans une boîte de nuit. Ouais. Il me regarde, me dit, avec moi, peut-être. Ouais. Et là, je dis, ah ouais, très mauvais choix en fait. Ok. Ah, t'as réalisé qu'il subissait le racisme à ce moment-là? Oui. Non, mais racisme vraiment concret de ne pas entrer quelque part pour ce que tu es, pour ta couleur de peau. Parce que quand même, une chose, c'est des gens qui racontent insultes, de la merde, les gens lambda, mais qui administrativement, dans la vie, n'ont aucune emprise sur toi. Ouais. Là, c'est du concret quand même. Tu peux ne pas entrer dans un lieu qui est ouvert pour d'autres. Je me suis dit, c'est une dinguerie, comme c'est très à l'ancienne, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais là, je me suis dit, d'accord, ok. Il n'y avait pas ça en Russie? J'en sais rien, parce qu'en fait... T'es pas allé en boîte en Russie? Avec des blancs? Non, mais oui, majoritairement, il y a des blancs, mais c'est très marrant d'ailleurs pour les Russes. Les gens qu'ils appellent les Noirs, c'est les gens... comme les Tchétchènes, ils sont blancs, ils sont absolument blancs en fait, mais ils ont les cheveux plus foncés et ils les appellent noirs en fait. Ah, c'est marrant. La perception, elle commence très tôt à noir, quoi. Le nuancé, le dégradé, il est différent, il commence très tôt, ok. Mais pour les boîtes de nuit, j'en ai plein des anecdotes de boîtes de nuit où je rentre pas. Je me rappelle d'une anecdote où on commence un anniversaire chez un ami. Ça se passe très bien. Sa mère, elle n'est pas là. Et donc, on fait le début dans son appart et tout. Et après, il dit, on va tous aller en boîte de nuit. Je dis, pourquoi tu veux qu'on aille en boîte de nuit? Alors qu'on est là, on peut mettre la musique qu'on veut, on peut se discuter. Enfin, c'est vachement sympa. S'il te plaît, on reste. Moi, j'ai des mauvaises expériences, tu vois. Ah, c'est marrant. Il me dit, mais non, mais regarde, là, on a plein de meufs avec nous, etc. C'est bon, on y va, tu t'habilles bien et tout. Je m'habille au max de ce que je peux faire. Limite, je vais à un mariage, tu vois ce que je veux dire? T'es en costume. J'ai juste, à mes pieds, j'ai des chaussures Levi's blanches. Et c'est moi qui conduis. Après, des chaussures Levi's blanches. Ouais, je sais pas. Avec le recul, je te parle de l'époque t'étais pas si bien habillé que ça. Regarde ce que t'as au pied, toi. Ouais, ça va. Non, mais je te parle d'une époque où il y avait la tectonique, etc. J'étais bien habillé, ok. Il y avait... Moi, j'étais bien habillé. Toi, t'étais BG à l'époque de la tectonique, quoi. Ouais, j'ai essayé, quoi, en tout cas. Ça devait être horrible. Là, pour le coup, j'aimerais avoir des photos. Tu mettais du gel? Je mettais du gel, sûr, évidemment. Bien sûr que je mettais du gel. Tu mettais du Il gel. y avait les pubs effet béton où ils cassaient des murs. Bien sûr que je mettais du gel. C'est terrible. Et bref, donc je conduis, évidemment, parce que je bois pas, etc. Donc je suis Sam dans toutes les soirées. C'est pour ça qu'ils voulaient à chaque fois m'emmener en boîte alors que moi j'étais pas sûr de rentrer. Et toi, attention au parking, c'était pas pour tes chaussures Levi's blanches. Je leur dis quoi? Je leur dis ouais, par contre, moi je connais le truc. Venez essayer de mettre un maximum de meufs dans ma voiture parce que franchement ça paraît compliqué et tout. Tu pouvais te faire recaler dès le parking? Ouais, tu pouvais te faire recaler dès le parking, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça c'est incroyable. Et bref, on arrive sur le parking, ils nous laissent rentrer. On est donc 2 voitures. Donc j'ai mis les filles dans ma voiture et les potes, on était 4 mecs et 6 filles, ok? On arrive et à la porte, le videur, il laisse passer tout le monde sauf moi. Oh, putain. Et il dit non, lui, il rentre pas. Oh. Et les gens ils disent non, mais on a réservé une table, c'est mon anniversaire, nanana. Ouais, mais lui, il rentre pas.
Je dis, mais attendez, pourquoi je rentre pas? Il me dit, parce que t'es en basket. Je dis, mais c'est pas des baskets, c'est des Levi's. Levi's, il fait pas de basket, ils font que des chaussures. Il me dit, non, c'est trop blanc, c'est trop claquant, tu rentres pas. Oh, c'est n'importe ah oui, je dis donc. J'avais pas prévu que les chaussures elles poseraient problème depuis le début. Je l'avais pré-shot quand même. Non, mais c'est pour ça que je l'ai Non, parce qu'il a précisé. C'est pas pour flex, les Levi's qui nous l'a dit. Et je lui dis, mais c'est des chaussures. Il me dit, non, c'est trop blanc, c'est trop claquant. Et je dis, donc en fait, c'est la couleur le problème aussi maintenant. Faut vraiment avoir un style précis. Je suis un peu d'accord avec le videur, je suis désolé. Et je lui dis, attendez. Je dis, donc ça veut dire, si je reviens avec des chaussures noires, je rentre. Il me dit, si c'est noir, c'est bon. Ah non, ça c'est. Par contre, si tu me dis. Je dis, ok. Que t'as fait ça et que t'es pas rentré quand même, c'est très dur. Non, je suis allé à la voiture, j'avais des chaussures de sécurité dans le coffre parce qu'on. Des sécurités. Ouais, des chaussures de sécurité dans le coffre parce qu'on faisait des chantiers. Donc c'était des chaussures montantes avec la coque. La coque, quoi. Ouais. Ah ouais. Et je reviens, donc j'ai un style, je suis en clair et j'ai des chaussures de sécurité. Donc mon style, il est fracassé de fou. Mais je dis, c'est pas grave. J'arrive devant la porte, je dis, là, elles sont noires, est-ce que je rentre? Et il a hésité parce que je l'avais pris au mot, tu vois. Oh ouais. Et il me dit, vas-y, rentre. Et je suis rentré et je me suis dit, mais c'est complètement con. Je dis, parce que, admettons, tu veux pas me laisser rentrer parce que peut-être je vais foutre la merde juste parce que tu m'as jugé sur mon style. Avec des chaussures de sécurité, je peux vraiment foutre la merde. Je suis 1000 fois plus dangereux, quoi. Je suis vraiment. C'était fou. Et je passe la soirée en boîte avec des chaussures de sécurité et en vérité, je me suis dit, mais c'est trop bien. Parce que quand tu danses, tout le monde te marche sur les pieds avec des chaussures blanches. Avec des chaussures blanches, je sais que j'aurais pété un câble qu'on marche dessus, etc. Putain. Là, j'avais des chaussures de sécurité, tout le monde me marchait dessus. Je chantais rien, je m'en foutais. C'est incroyable. J'ai quand même passé une bonne soirée. Mais je me suis dit, on peut nous flinguer la soirée parce qu'en fait, c'est moi qui conduis. Donc on fait quoi? Soit on annule tout et on s'est tapé 3/4 d'heure de route pour rien parce que tu sais, à chaque fois, les boîtes de nuit, c'est à la campagne, tu roules loin. Et je me suis dit, en plus, si je rentre, c'est moi qui dois ramener les gens. Donc, je fais quoi? Soit je les empêche de passer leur soirée et c'est relou. Soit je la passe sur le parking pour qu'eux, ils passent leur soirée. Enfin, bref, dans tous les cas. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment détesté les boîtes de nuit. Je me suis dit, il y a un gars, il peut décider que ta soirée... C'est ouf, hein. Il n'y a pas de soirée, en fait. Surtout, il n'y a pas de négociation possible. C'est juste une figure d'autorité basée sur rien qui te dit, c'est mort. Ouais. C'est trop chiant, C'est gratos, c'est vraiment sur ta tête. Mais tu sais que moi, je me suis déjà fait recaler de boîte. Alors que j'étais bien habillé, que je suis blanc et que j'étais avec 3 meufs. Ah ouais? C'est vraiment toi le problème là. Hein. Exactement. Là, tu dis vraiment. T'es moche, hein. T'es chum de fou. Moche. Je veux dire que le retour, tu peux te raccrocher à rien en fait. Sans musique dans la voiture. Tu peux pas dire ouais, c'est la faute de la société. C'est le sketch de famille. Non, il y a vraiment. Dans les 3 meufs, il y avait ma sœur. Je partais en boîte avec ma sœur, 2 copines à elle et moi, et on se fait recaler au Métropolis. Je me rappellerai toute ma vie. C'était horrible. Et t'as essayé de négocier, t'as essayé de dire un truc? C'est un milieu de ouf, moi je trouve, en vrai, quand tu te fais recaler. Mais vraiment, la boîte de nuit, c'est un milieu qui est malsain. En fait, ça te fait rêver quand t'es ado parce que tu regardes les clips, ils se passaient tous en boîte de nuit et ça avait l'air stylé, t'avais des lasers, tu regardais Usher, ça avait l'air trop bien les boîtes de nuit. Et en fait, quand t'y vas, c'est éclaté au sol, t'as que des gens bourrés, des gens qui veulent se la raconter en prenant une table, ils lâchent leur SMIC dans une soirée dans le mois pour aucune raison. Et des gens qui vont t'arroser avec une bouteille de champagne qu'ils ont payé je sais pas combien. C'est cher. Tu vois? Et oui, il y a un truc de négociation qui est quand même... Ouais, c'est dur, hein. Tu peux rien dire, en fait, c'est juste gratos. Moi, j'ai jamais négocié. Hein. Mais non, parce que leur réponse, la violence, j'étais en mode, ok, je m'arrache, tu vois. J'ai trouvé mon anecdote. C'est trop humiliant de négocier. Ça m'est revenu. Humiliant de ouf. Ouais. Ça m'est revenu. Mais je veux dire, j'aime pas ta gueule. Genre. On est en boîte de nuit, il y a souvent des bagarres en plus en boîte de nuit. Full. Et je me rappelle, je suis avec un de mes potes en boîte de nuit. Il y a une bagarre qui commence derrière lui, il se retourne, il voit les mecs se battre, il fait ça pour les séparer, il dit non, calmez-vous les gars, le videur arrive, il lui met une patate à lui, alors qu'il a les bras comme ça, en train de séparer des gens, il prend une patate, il sort. Et wesh. Du coup, mais il est sorti, mais salement devant tout le monde, comme s'il avait fait une dinguerie, enfin c'est genre, c'est humiliant de fou, il le jette dehors, moi je vais à l'entrée, je dis, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi vous l'avez sorti, etc. Ouais, il se bagarrait. Je dis, il était comme ça. Tu l'as vu mettre des coups à quelqu'un, etc. Non. Je dis, non, mais en fait, là, t'as frappé quelqu'un qui est innocent. Et en plus, c'est lui qui est puni, qui est dehors, etc. Ouais, pourquoi il s'en mêle? Je dis, il s'en mêle parce qu'il est bousculé. Enfin, peu importe pourquoi il s'en mêle. En vrai, il a fait quelque chose de positif. Je dis, en vrai, il pourrait porter plainte contre toi.
Et le gars déjà dans des bails d'injustice. Et tu ressens le Hakim d'aujourd'hui, il était jeune, il avait pas les mêmes, c'était pas les mêmes soucis, mais c'était exactement le même procédé. Et je lui dis, François Ruffin. Attends que j'ai la riposte, tu verras quand je fais une chronique sur toi. Et j'ai négocié pour qu'il puisse re-rentrer. T'as réussi à faire ça? Ouais, il a pu parce que je lui ai dit, t'as frappé un innocent. T'as frappé un innocent. Mais qui fait ça en boîte de nuit? Il peut porter. Je l'ai fait flipper. Je lui ai dit, il va porter plainte contre toi. Laisse-le rentrer. Il a rien fait. J'ai dit, en plus, il y a des caméras dans la boîte de nuit. On va pouvoir prouver que nanana. Et il a dit, bon, ok, vas-y, c'est bon. Et j'ai négocié. Et donc il a pu re-rentrer. Je vais une bouteille de vodka aussi. Ah, t'étais plus relou que les mecs qui s'embrouillent avec les vidéos. En fait. Ouais, je négociais moi. Pourtant, le monde de la boîte de nuit, il est tellement primaire dans les réactions de tout. Enfin, il y a pas moyen de négocier. Mais moi, l'injustice, ça me rend fou. Après, vous avez pas connu ça parce que toi, t'étais en Belgique et toi, t'étais au Havre, je pense. Ouais. Mais nous, à Paris, on avait les boîtes. Des boîtes pour les Arabes, des boîtes pour les Noirs. Si, nous aussi, on a ça. Vous avez ça aussi. Nous, on allait, quand j'étais jeune, après, on allait tout le temps au Cap Sud, par exemple. C'était une boîte antillaise. Ouais. Et en vrai, c'était le feu, mec. C'était le feu. Une boîte pour les Arabes, pour moi, c'était une chicha, quoi. Il n'y avait pas de chicha à l'époque. Non, ça arrivait après, ouais. Donc, c'était full musique, des musiques que nous, on écoutait en plus. C'était trop bien. Et là, tu pouvais rentrer. C'était ton anniversaire, tu avais même le droit à un gâteau. On avait tous plus ou moins les mêmes codes, etc. Ça se passait en vrai, ouf, hein. Ça se passait trop bien. Et pour le coup, dans ces boîtes-là, en vrai, il n'y avait jamais de bagarre. Bah parce que tu frustres pas les gens. Avec tout le monde était content d'être là et après c'était relou parce que c'était en banlieue donc fallait faire de la route. Ouais. Mais moi, nous, qu'on a découvert ça, en vrai, c'est là qu'on a commencé à sortir un peu. Et ma question suivante, c'est à quel moment vous êtes politisé? À quel moment vous vous êtes dit ah tiens là j'ai compris un truc qui fait que je peux plus laisser passer ou je vais m'engager ou je vais faire quelque chose ou j'ai une conscience que les gens n'ont pas forcément autour de moi. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit faut que je fasse quelque chose quoi? Je vous laisse commencer parce qu'on va je crois que ça a été assez tôt du fait d'être dans un milieu très favorisé avec plein d'activités autour très blancs et en même temps j'avais plein de cercles d'amis différents, donc je pense que très vite j'ai utilisé ce privilège pour pouvoir insulter la police sans me faire buter, ce qui était quand même un immense truc. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ça j'aimais bien, s'il pouvait rien m'arriver. Et j'étais, mon père il est avocat, vraiment j'étais vraiment une sale conne, j'arrivais à bien. Ton père était avocat? Ouais. Oui, ça joue. Ouais, et du coup vous allez faire quoi? Il y a vraiment un pouvoir de gueudin de pouvoir faire ça quoi. Mais vraiment, c'est vraiment un monde parallèle pour moi. Ah mais vraiment, pour le coup. Après ça devait être spécial parce qu'à Paris, quand t'es blanc, tu te fais moins contrôler, etc. Ça, c'est une réalité. Par contre, frère, t'insultes un keuf, tu te fais terminer. Peut-être qu'en Belgique, le rapport est différent. Nous, on n'a pas de flashback déjà. Ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai. T'avais quel âge quand tu montais, quoi. Vous avez pas ça? S'ils étaient à poney, tu vois, tu veux faire quoi, frère? Ils étaient à cheval, les flics. Oh, moi, je les trouve trop stylés. J'avoue que comment t'emmènes comment tu t'emmènes en tôle? Allez. J'aimerais trop. Non, je pense qu'ils appelaient. Mais donc, t'as quel âge à ce moment-là? C'était quand même assez tôt. Je crois, 15-16, quoi. Enfin, assez tôt. Ouais, et donc, tu te rends compte qu'il y a une différence. Mais en vrai, tôt. Et pourquoi t'insultes les keufs? Mais parce que je trouve vraiment de l'injustice aussi. Ah, quand tu vois quelque chose devant toi, tu réagis plus que... Ok, oui, ok. Méga confrontant, ouais. Et aussi, je pense un peu ce truc, un peu comme Pierre, ce truc de culpabilité de c'est pas juste, faut quand même que ça serve à quelque chose de... Ouais, ok, j'ai un avantage, faut que je l'utilise, quoi. Ouais, comme un super pouvoir, tu vois. Ouais. En vrai. À quel moment, toi, tu t'en rends compte? Moi, je crois que j'ai pas eu le choix. Hein. Mais moi, mes parents, enfin ma famille était très très politisée dès tout communiste. Petit. Ouais. J'ai des parents communistes. Donc en fait, j'ai grandi là-dedans, même des grands-parents communistes. Donc moi, repas de famille, dans la lutte, mon père à l'époque travaillait au PTT. Les PTT, c'est à l'époque le service public de La Poste, EDF, etc. Et, il y avait EDF dedans? Ouais, il me semble bien qu'il y avait EDF, ouais. Ok. Et, ou peut-être je raconte de la merde. Non, pour moi, les PTT, c'est que La Poste, mais ok. Non, c'est télécommunications, frère. Dans PTT, t'as télécommunications, il me semble. Ah, mais non, du coup, c'est Télécom, France Télécom. Oui, voilà. Pardon, France Télécom, La Poste, EDF, c'est autre chose. EDF, c'est encore autre chose. Ouais. Mais je crois que c'était le même système, mais c'était une autre entité. Ouais. Et donc, je suis dans les grèves de fou, parce que t'as les grandes grèves des années 80. Donc, moi, j'ai le soir, j'ai encore un souvenir de ma mère qui allume les infos en me disant tu vas voir ton père. Ah, c'est vraiment. Et j'allume l'info et je vois mon père, genre, c'était sur une barricade. Le soir, il me ramène des pétards. Pas pour fumer, hein, des vrais pétards qui jettent, machin. Et donc j'ai cette conscience-là tout de suite, parce que moi, ma mère vient de Pieds-Noirs. Donc même j'ai grandi un peu dans ce truc de guerre d'Algérie, retour des Français qui étaient un peu du côté de la libération des Algériens, avec cette détestation de Gaulle.
j'ai vraiment grandi dans ce climat-là, en fait. On déteste De Gaulle, on déteste la droite, on veut donc le c'était naturel, conjoncturel, je veux dire, ça qu'on dit. Ouais, oui. T'as grandi dans ça et t'es resté comme ça, en fait. Et je suis resté. Et alors, je m'en suis peut-être un peu détaché jusqu'à ce que je me rende compte que. Tu sais, t'as ce truc de quand t'es jeune, tu coupes un peu le cordon avec les idées de tes parents. Mais en vrai, très vite, je me suis dit, putain, mais en fait, ils ont raison. Ouais, ils ont raison de ouf. Ça sert à rien de lutter. Et ils ont trop raison. J'avais vraiment. Mais après, ça allait très loin. Moi, je me rappelle que mon père. Je sais qu'il m'a raconté qu'il avait rendu sa carte du Parti communiste à partir du moment où en France il décide de plus être révolutionnaire et de se présenter aux élections. Ok. Donc pour dire la mentale. Pour lui, c'est une trahison, quoi. Pour lui, c'était déjà une trahison de vouloir participer aux élections. Ok. Donc ils en étaient quand même. Fallait rester en dehors de l'arc républicain. C'est ça. Ouais. C'était vraiment la mentale de. C'était vraiment pour casser le système, quoi. Ouais. Ok. Donc forcément, quand tu grandis avec ça, après bon, tu te fais ton propre truc politique. Même aujourd'hui, il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord avec eux. Mais dans les grandes largeurs, il y a ce truc de partage, en tout cas. Ouais. Tu vois, vraiment, le partage, c'est important. J'ai très été éduqué là. Ma mère était, sans se dire féministe, par exemple, moi, quand j'étais petit, avec ma sœur, il y avait vraiment ce truc de... Même, je me faisais carotte, en fait. Parce qu'elle voulait tellement qu'on fasse la même chose, que ma sœur, elle mettait des douilles, et moi, je devais quand même les faire, en fait. Enfin, tu vois, et même dans les sapes, dans les trucs, il y avait vraiment l'égalité dans l'argent, dans le machin. Donc, des fois, c'était relou, en fait. C'est ça que je veux dire. C'était un truc aussi, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas dit. Moi, mon éducation aussi, mes parents, ils ont quand même un truc très conservateur, mais quand même très éclairé dans plein de trucs. Et j'avoue que mon éducation m'a quand même aidé à avoir une ouverture d'esprit de ouf. Et aussi le fait d'être en coloc avec des gens brillants, ça m'a trop aidé à avoir... Mais du coup, la coloc, c'est tard, non ? C'était plus, j'ai commencé à être en coloc à 18 ans. Et c'était vraiment que des gens ultra dans le militantisme et tout, donc en vrai c'était assez banger. Ok. Ça c'est un peu le schéma que Anémone a eu, parce qu'elle a grandi dans une... Anémone ? Ouais. T'inquiète. Elle a grandi dans un... Pourquoi c'est moi Non, aucun des deux n'a réagi, donc du coup j'ai redemandé. Peut-être j'ai mal prononcé, ça m'arrive. Non, c'était parfait. On parle de l'actrice quand même. Ouais, c'est ça. Donc elle a grandi dans un milieu très favorisé, donc, et quand elle était jeune, elle est partie, elle a pété un câble. Donc, mais ce qu'elle racontait aussi, c'est qu'elle a lu beaucoup de littérature, il y a eu cette éducation intellectuelle qui l'a beaucoup alimentée. Et qui a joué le tour derrière. Donc, moi, j'ai quand même le luxe d'avoir les outils pour la remise en question et l'ouverture d'esprit. Moi, je trouve ça remarquable. Hein. Les gens qui grandissent pas parce que pour le coup, moi, le truc de grandir dans une famille très de gauche, etc. C'est logique. Il y a rien, j'ai aucun. T'as pas eu d'effort à faire, c'était là. C'est nul presque. Enfin, tu vois, c'est juste j'ai continué. C'est vrai que c'est plus confortable de garder la même mentale que mes parents que plutôt d'aller en réaction. Full, exactement. Et puis même, on te l'apprend petit, les codes, les machins, tu vois, cette mentalité de. Alors que quand t'as grandi dans une famille qui l'est pas du tout, et que par toi-même, t'as fait l'effort de te renseigner, de t'éduquer, de déconstruire certains points et d'en arriver là, moi, ça me. Je pense pas que. C'est trop cool. Je suis pas sûr que j'aurais eu le même discours, genre. Le même discours, la même direction si j'avais pas eu mes parents. Ça se trouve, je serais un sale connard, quoi. Vraiment. Et je les juge durement, mais en vrai, ils avaient quand même une lucidité d'esprit assez de gauche. Ils t'ont permis de te construire, en tout cas. Ouais, full. Toi, Tatiana ? Je vais t'étonner, mais dans ma tête, je suis pas politisée. Ah ouais ? Pas au sens que... Enfin, en fait, j'aime presque pas quand on me dit « Ah, tu fais de l'humour engagé ». Je trouve ça impudique. Je sais pas comment dire. Est-ce que je suis vraiment engagée ? Engagée, ça veut dire que tu dois correspondre absolument à quelque chose. Et moi, mon but à l'intérieur de moi, c'est de correspondre à rien, justement. Parce qu'à partir du moment que tu dis que tu es engagé, t'es limité, en fait. Je sais pas comment dire. C'est une forme d'engagement, ça, non aussi. Je suis pas totalement d'accord parce que, en fait... C'est un ressenti. Oui, parce qu'en fait, on dit... On emploie le mot engagé comme on pouvait dire du rap conscient, dans le sens où tu fais une œuvre qui ne raconte pas rien. C'est tout con, mais aujourd'hui, il y a tellement d'artistes qui font de l'humour pour faire de l'humour. En fait, qui font du divertissement, dans le sens où ils te divertissent des sujets importants. Que c'est nécessaire aussi. Hein. Les gens, ils ont aussi besoin de penser à autre chose. Il faut un certain équilibre, etc. Il faut de tout. Mais il y a tellement d'artistes qui font des œuvres où, après, quand tu ressors du spectacle, t'as rien appris sur toi, ni sur le monde, mais t'as passé un bon moment. Pareil pour des films, pareil pour des musiques qui te racontent pas grand-chose. Et qu'aujourd'hui, quand il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de fond à tes blagues ou à ton art, ou etc.,
et d'un coup, tu deviens engagé par différenciation du reste. C'est pas réellement forcément toi qui dis un truc de ouf, mais c'est juste que des fois, juste dire des trucs, j'allais dire banals, fait de toi... Moi, quand on me dit engagé, j'ai l'impression de dire des banalités, des évidences, de vivre ensemble, de solidarité, etc., de pas polluer la terre pour pouvoir ne serait-ce que vivre normalement sans choper des maladies. Pour moi, c'est du bon sens. Mais aujourd'hui, juste dire ça, comme c'est devenu, entre guillemets, risqué, comme c'est devenu quelque chose de limitant dans ta carrière parce qu'on peut te bloquer sur telle ou telle émission ou tel média, on va pas parler de toi parce que « Oh non, toi tu dénonces, toi tu casses les couilles, toi t'es machin », ça devient un engagement parce qu'il y a un prix à payer sur ce que tu dis. Non, mais j'entends à 1000% et je vais peut-être à un moment donné apprendre à accepter ce terme. Mais moi, dans ma tête, j'ai plus peur de ce terme qu'autre chose parce qu'en fait, engagé, ça veut dire que tu n'as plus le droit de décevoir quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai un peu... Il y a une responsabilité. J'ai un peu peur de ça. Parce que c'est vrai que limitant, parfois, dans les vidéos, je dis, écoutez, moi, je représente personne, en fait. Donc, si vous considérez que ce que j'ai dit, c'est pas suffisamment féministe, j'ai écrit nulle part que je l'étais, en fait. Donc, moi, j'ai une espèce de boussole à l'intérieur. Elle peut correspondre à la vôtre, ou pas du tout. Et j'aime bien dire que voilà, je ne suis pas engagée, j'ai que de la rage. Ouais. J'ai que de la rage, oui. J'en ai beaucoup parce que ça apparaît dans des moments un peu inattendus. Par exemple, tu vois, Yann Barthès, il m'a foutu plus la rage que Pascal Praud, tandis que s'il faut choisir entre les deux, c'est plutôt Pascal Praud à qui il fallait retirer l'antenne, quoi. Enfin, mais il m'a foutu plus la rage parce que tu as eu le sentiment d'être trahi. Ouais, mais plus que ça, c'est vraiment tellement imposteur ce qui s'est passé. Ouais. Autant Pascal Praud, c'est quasiment assumé. On sait à quoi s'entendre. C'est assumé à quelque chose près, sous peur d'avoir des plaintes sur Arcom ou je sais pas quoi. C'est quand même assumé. Donc il est à sa place entre guillemets, même si on aurait préféré que cette place n'existe pas. Or Barthès, c'est une posture qui est de gauche et c'est pour ça que j'écris beaucoup mieux sur la pseudo-gauche. que sur l'extrême droite, parce que j'ai plus la rage. Donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Je suis vraiment rageuse. Mais je te rejoins sur ça. Nous, on n'a pas forcément envie d'être dans des cases. On ne prétend pas représenter avec l'émission toutes les valeurs de la gauche. C'est pour ça que quand on a écrit ensemble, parce que Pierre a écrit l'émission avec nous, avec Casa et Jean-Jean, quand on a écrit sur les gens qui ont attaqué Richard sur sa manière de présenter Alice Cordier, etc., et qu'on a répondu, et on a enfoncé le clou parce qu'on n'a jamais dit qu'on serait irréprochable. On sait qu'on fera des erreurs. Notre manière de lutter, on a dit c'est pas Martin Luther King, c'est Malcolm X. Ça te plaît pas, tu fais ton émission à toi et tu luttes avec ta manière. Et de toute façon, je pense qu'à gauche, il faut de tout. Il faut des radicaux, des gens qui sont extrémistes, et à l'inverse, des gens qui sont dans le dialogue, etc. Il faut cette combinaison des deux. Martin Luther King n'obtient pas la même chose s'il n'y a pas Malcolm X à côté. Il ne passe pas pour un modéré s'il n'y a pas le mec qui veut la lutte armée à côté. Et donc, il faut les deux. Et donc, c'est pour ça que je dis, dans le sens, j'assume moi de dire qu'on est engagé, mais mon engagement concerne que ma vision du monde. Je ne prétends pas que c'est la vision à suivre de tout le monde et que je vais mettre tout le monde d'accord, etc. Juste, je dis engagé dans le sens où ce que je pense, je vais aller jusqu'au bout pour le défendre, que vous soyez d'accord ou pas avec, c'est pas grave, je vais le faire à ma façon en fait. Et c'est marrant aussi, enfin tu vois par exemple, à l'intérieur, à chaque fois on nous dit ouais vous êtes courageux. Oui, c'est fou. Hein. Je suis trouillarde. Vous imaginez même pas à quel point... Ouais, si, Pierre, peut-être, il imagine. Parce qu'il me connaît bien. Il me connaît bien. À quel point je suis trouillarde. À quel point je peux rester sur un mot et m'auto-censurer sur un mot parce que je trouve qu'il n'est pas bien placé, qu'il va apporter des ennuis ou au contraire, il va être mal compris. Enfin, on n'en sait rien. Voilà, je suis très trouillarde. Et en même temps, il y a une anecdote que ma mère adore raconter. Je déteste cette anecdote. J'étais toute petite. Mais elle va la raconter dans le podcast. Je me rappelle à peine. Quoi ?
Tu détestes la raconter, mais tu vas quand même la raconter dans le podcast. Oui, parce que c'est marrant. Enfin, ça me fait rire dans ma tête. Je me rappelle à peine parce que j'étais vraiment petite. Genre, je sais pas, 4-5 ans, quelque chose comme ça. À peine, je me rappelle. Donc, je jouais. Et en fait, il y avait des grands qui ont commencé à balancer des pierres en ma direction. Alors, est-ce que c'était vraiment une attaque et tout? Et le temps que ma mère arrive à dire quelque chose, à se lever, à se rapprocher, etc., moi, elle me crie, en fait, de là où elle est. Elle me crie, Tania, enfin, c'est une diminution de Tatiana, Tania, dégage, en fait. Et en fait, moi, le contraire, je fais le strict contraire. Donc, je me lève et je fais ça. Je suis monolithe, je ne bouge pas. Elle me récupère, elle me dit, mais pourquoi t'as pas bougé? Je dis, mais maman, si je bouge, ils vont penser que j'ai peur. Oh, wow. C'est tellement... Putain, ça me représente tellement pas. Je vous dis tout de suite. Je vais me coucher la première, je pense. Non, mais à chaque fois, dans ma tête, quand j'imagine des histoires de danger, je m'imagine fuir. Mais ça se trouve que une fois le truc est là, ça se trouve que je vais faire le contraire. Parce que tu vois, il y avait quand même une espèce de résistance, de micro-résistance quand j'étais petite. Et je sais pas trop. Il y a un truc de quand t'es petit, t'as pas conscience du danger aussi. Si, j'avais quand même un peu peur de me prendre un caillou dans la tête. Mais un caillou, c'est quand même très clair comme danger, je vais te dire. Oui, mais des fois, tu te rends pas compte à quel point ça peut faire mal. Oui, ça peut-être. La notion de la douleur est différente. Ouais. Attends, t'as donné un truc sur ton adolescence. Tu disais, que ton éducation, elle était venue avec les notions de partage, etc., de tes parents. Moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment politisée, quoi. Mais, comme je le dis souvent, tout est politique. Et chez ma grand-mère, le partage, c'était de l'éducation, pas un truc politique, mais... il faut que tout le monde ait sa part. Ma grand-mère, elle avait 10 enfants. Et genre, s'il y en a un qui n'était pas là, il fallait garder sa part pour que ton oncle Ahmed, il arrive après. Il faut qu'il ait sa part, etc. Il n'y avait pas de... Et ma mère, pareil, quand j'ai grandi, elle s'est remariée. J'avais un frère qui... à Noël, on avait les mêmes cadeaux. Même si on ne voulait pas la même chose, etc., fallait qu'on se mette d'accord. Genre, si on avait un manteau, on avait le même. Pour montrer qu'il n'y avait pas de préférence, tu vois. Moi, ça, mes parents me le faisaient des fois avec les sapes, mais moi, j'ai une sœur. Ouais. Tu portais des robes? Non, je portais pas du tout des robes, mais des fois, on avait le même jean ou le même truc, et t'arrives, tu vois, parce qu'elle est plus grande que moi, mais je sais qu'il y a un moment donné où on a été dans la même école, genre 1 an, quand t'arrives avec ta grande sœur et vous avez le même jean et tout. Ouais, fou la honte. C'est fou pour les deux, c'est la honte, en vrai. C'est marrant, ça. Fallait pas le porter le même jour, mais si tu le portes pas le même jour, dire ok, vous prêtez le jean. Ouais, non, mais t'as aucune chance de t'en sortir, c'est mort. Avec l'engagement, il y a un truc un peu égoïste, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que la première fois, quand je commençais à faire des vidéos sur Instagram, c'était pas du tout les vidéos sur la politique, même pas une réflexion, c'était sur des gros mots en russe, un truc un peu rigolo, etc. Et je m'en suis lassée assez rapidement. Et la première fois, quand je poste un truc, je sais plus sur quoi c'était, et j'amène un propos polémique, entre guillemets, ou qui pourrait être vu comme polémique, j'ai posté, il y a eu 2 commentaires, un peu de négatif, mais aussi du positif. Je me suis jamais sentie aussi bien. En fait, c'est une espèce de libération. C'est sorti. Et j'ai tellement kiffé intellectuellement de le faire. Enfin, c'est pour ça que je dis c'est égoïste. Quelque part, intellectuellement, avoir une tribune pour toi et de le dire comme toi, tu veux le dire, c'est très satisfaisant. C'est extrêmement satisfaisant et c'est libératoire aussi. Je suis trop poète? Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas si moi je le vois comme ça. Mais j'ai senti ça comme ça. Et donc je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Il y a quand même un sentiment de. Il y a un truc un peu de puissance, je trouve, quand tu fais ça, dans le sens où tu te sens. Tu te jettes, mais tu es un peu entouré. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tu parles à la riposte ou. Non, mais quand tu parles de sujets. De sujets un peu qui pourraient toucher à une polémique, et je sais pas, tu te sens. Il y a quand même un truc un peu cool. Enfin, je m'exprime mal, hein. Entouré par les gens qui sont d'accord avec toi, c'est quoi leur entouré? Il y a ce truc de putain, en fait, c'est fou qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant il y a plein de gens qui pensent pareil. Il y a un peu ce truc de groupe aussi. Ouais, mais là, qui rejoint le partage. Là, c'est plutôt. Là, ça fonctionne parce que t'es à la riposte et que du coup, on est quand même malgré tout suivi par les gens qui sont
plutôt d'accord avec nous globalement. Oui. Il y a le sol qui est préparé. Quoi. Voilà. Le contexte de là où tu dis les choses est extrêmement important. Ouais, bien sûr. Je pense que tu fais... parce que typiquement, c'est un autre level, mais quand on testait avant d'écrire le spectacle avec Casa, quand j'écrivais mes passages, que je le faisais dans les comédie clubs, tu vois tout de suite, il y a des comédie clubs qui sont de gauche et des comédie clubs où le même passage, les gens, ils sont pas d'accord avec toi, quoi. Et même quand ils sont de gauche, tu maîtrises pas le public complètement de la salle, tu perds des gens, ouais. Moi, je trouve les textes engagés en comédie club, c'est bourbier. Enfin, ça peut l'être. Ça dépend où. Soit c'est bourbier, soit faut que tu laisses entendre un truc, faut te trahir un petit peu. Il y a une chute un peu à la fin où t'es... Ouais, il y a un côté... un peu. Ou alors tu tombes sur le bon public, ça arrive aussi. Mais ouais, c'est plus technique quand même, vraiment. Et puis même, il y a un côté où les gens, ils te montrent quand même qu'ils sont pas forcément venus entendre ça. Ouais. Le gars, il est en date, il vient avec sa meuf. Ah ouais, des fois quand t'es en date, ça va révéler ton parti politique. Il y a des gens comme ça, les gens ils ont pas envie que tu les mettes face à ces discours entre eux et machin. Je trouve ça très étrange de rendre des sujets tabous, en tout cas en politique. C'est-à-dire que je me verrais pas me caser avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique. Mais toi, tu penses à te caser directement, toi? Non, mais les gens, ils sont en date, ils vont pas se caser, ils veulent juste passer quelques bons jours ensemble sans se prendre la tête. Ouais, mais même, oui, mais même ça. Et toi, t'arrives et t'es relou pour eux, mon gars. Non, mais ouais, mais même ça. T'imagines, donc je vais être cru, mais t'imagines, tu as une relation, tu kennes avec quelqu'un, en fait, t'apprends qu'elle est soit antisémite, soit elle est d'extrême droite. Tu vois un aigle royal tatoué dans le dos, là, quelle flemme. En fait, t'as pas envie d'accorder du temps et de l'intimité avec des gens qui partageraient pas du tout tes valeurs. Même si c'est éphémère. Mais c'est pour ça que je trouve que jouer en comédie club des trucs de gauche, ça fait rire, tu vois qui ça fait rire, et ça soulage, même s'il y en a plein qui prennent pas, t'es là, bon, en vrai, tant pis, ça fait le tri très vite, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent largement... Tu réfléchis comme une meuf, toi. Je réfléchis comme une meuf? Oui. Pour la meuf, c'est important, mais pour le mec, peut-être moins. Tu crois? Est-ce que je fais du classisme, sexisme? C'est pas important pour toutes les meufs? Genre, les meufs de gauche, ils sont OK pour coucher avec des fachos? Mais déjà, les meufs de gauche, en fait, il y en a pas non plus tant que ça. Il y a des meufs de gauche pas spécialement militantes ou engagées pour qui... Il y a tellement de cas différents. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent largement faire avec des idées différentes politiques. Hein. Ah, mais au quotidien, c'est un couple qui, pour moi, ne peut pas fonctionner. Après, ça dépend où tu places l'intérêt pour la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ta vision politique, c'est ta vision du monde. Oui, absolument. Et en fait, quand je caricature, mais quand tu es de gauche, tu es pour le partage, je suppose, en tout cas, j'imagine, un peu plus généreux, un peu plus bienveillant envers les autres, que si tu es de droite, tu es plus individualiste, la réussite personnelle, etc. Et je pense que ta vision du monde influence ta vision du couple et que des gens qui ont des visions du monde différentes, c'est compliqué de faire un long chemin ensemble si y en a un qui pense à sa gueule et à sa réussite personnelle et l'autre qui pense à la réussite de l'équipe. Ouais, il y a pas mal. Il y a des couples. Ouais, mais il y a des couples qui j'ai déjà vu des couples où le mec ou la meuf était jaloux de la réussite de l'autre. Et en fait, ça peut pas marcher. Alors que si tu es censé être de gauche, quand la personne avec qui t'es, que t'aimes, etc. Tu peux être de gauche et peut être jaloux. Oui, mais dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Quand t'aimes quelqu'un, t'as envie que la personne elle réussisse normalement. Mais ça, et donc politique, sa réussite, je vais pas dire c'est ta réussite parce que c'est s'approprier, mais t'es heureux que la personne avec qui tu vis elle réussisse, quoi. Bien sûr. Mais moi, je connais un paquet de gens très à gauche qui supportent pas la réussite des autres, qui sont pas du tout dans le partage. Bah alors du coup, ils sont pas de gauche. Pour moi, t'es pas de gauche. Ils sont de gauche, ils sont quand même militants, ils sont quand même, ils votent quand même à gauche. Bah, tu vois, en fait, c'est là pour vraiment aller au bout de ce débat, faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur c'est quoi être de gauche réellement. Par exemple, pour mon daron, être de gauche, c'est soit tu fais la révolution et tu vas les couper des têtes, soit t'es pas de gauche. Ça, c'est un tueur en série. Jusqu'ici, les enquêteurs des têtes, ouais. Non, mais c'est réel. Moi, dans mon début d'une famille, j'ai entendu mon grand-père qui disait à la fin de chaque truc, de toute façon, il faut couper des têtes. Oui, il est en mode 1789, quoi. C'est ça. Et après, c'est quoi être de gauche? Parce que c'est quand même. Il doit avoir des portraits de Mario. Attends, comment il s'appelle? Luigi's Mansion. Ouais, il aurait aimé le connaître, mais malheureusement, il est plus là. Ah ouais, ok. Mais ouais, c'est sûr qu'il aurait kiffé la vibe, c'est sûr et certain. Mon grand-père... Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Mais il y a ce truc de... Il avait un énorme portrait de Staline au salon. C'est sûr qu'elle allait dire Staline. En plein salon. C'est bon, elle a niqué l'ambiance. Je peux changer de place? Et ma grand-mère, elle détestait
Staline. Elle avait une énorme icône dans sa chambre, une énorme avec des moulures et tout, vraiment un truc que tu mets à l'église, tu mets pas ça à l'appartement. Elle avait ça dans sa chambre. Et de Staline? Dans le salon, il y avait le grand portrait de Staline. Et dans leur chambre, il y avait une énorme icône. De Staline aussi? Oui, mais une icône de qui? De Dieu. Ah, ok, d'accord. Oui, mais c'était pas... Une vraie icône. Ça ne va pas du tout ensemble. Ça ne va pas du tout ensemble, parce que l'icône, c'était ma grand-mère qui l'a mise, et le portrait de Staline, c'est mon grand-père. Ta grand-mère, elle était croyante? Se parlait de la vie de couple. Ta grand-mère était croyante? Oui, toujours. Et ton grand-père était communiste? Il était croyant en Staline, oui. Il était croyant en Staline. Ah bah tu vois. C'est incroyable. Non, mais ça marche. Attends, c'est relatif, c'est notre époque. On connaît pas leur histoire. Ouais, c'est ça. Laissez-moi croire que ça marche, d'accord. On a le droit d'être fleur bleue ou pas? Mais est-ce que c'est être fleur bleue de s'imaginer que quelqu'un de gauche soit avec quelqu'un d'extrême droite? Mais si ça marche entre eux, Hakim. S'ils sont heureux comme ça. Il y a quand même des moments où ça va pas. C'est pas possible, quoi. Non, mais extrême droite, tu vas loin. C'est-à-dire, tu regardes la télé, tu vois pas le même film, quoi. Quelle horreur. Non, il y en a qui pour les méchants, l'autre pour les gentils. C'est horrible. Après, ça crée des discussions. Après, pour amortir la mentalité des Russes, et je pense que ça continue encore aujourd'hui, c'est que de toute manière, on peut rien faire. Donc, en fait, il y a une espèce d'abandon intellectuel. Donc en fait, on comprend, on en discute. Ce pays-là, il est verrouillé aussi, c'est encore différent. Oui, on comprend, on en discute de la politique, etc. Donc c'est pas un abandon d'observation, mais voilà, on se sent touriste en fait. Ah bah oui, les marges de manœuvre chez vous, c'est... Mais attention, je me pose beaucoup la question si en France, en réalité, on n'est pas touristes qui se sont un tout petit peu oubliés et qui ont pris la confiance. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, comme il y a cette expression française qui dit la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie cause toujours. Voilà. Ouais. Donc, ça revient souvent au même, quoi. Enfin, bon, je vais pas noircir le tableau. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'à la riposte, on fait ça pour rien, mais bon, c'est un peu plus animé en France sur ce sujet. Pour revenir à mes grands-parents, c'est juste, il y a aussi ce côté-là. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'il croit à Staline, c'est pas si grave. De toute façon, il peut rien faire, lui. Donc, et puis, il était déjà mort, Staline. Donc... Ah oui, il y avait le portrait après. Ah bah oui. Ah oui, c'est pas le même temps. C'est encore plus pire. Ouais, c'est que t'es au courant des massacres et tout ça à ce moment-là, quoi. Tellement intense. Oui, mais ça rejoint couper les têtes, quoi. Enfin, il disait toujours que tant qu'il y avait Staline, il y avait de l'ordre dans le pays. Il y avait des millions de morts, mais ça, c'est... Oui, mais ceux qui étaient en vie avaient à manger. Bon, mon grand-père, il aimait bien l'ordre. Tu vois. Chez lui, c'était toujours très bien rangé. Chez lui, c'était toujours très bien rangé. Ouais, ça m'étonne pas. Il faisait de la confiture, il faisait lui-même des petites étiquettes et il mettait ce que c'était, quelle année, quelle saison, tout ça. Donc, c'était méga bien rangé. Et il cachait l'argent. Je l'aimais aussi. Bien jusque-là, mais là, ça devient flippant. La confiture, c'est abusé. Le portrait Staline, je veux bien. Mais frère, les pots de confiture bien rangés. Il abuse de fou, ce grand-père. Complètement malade. Non, mais parce que tu dis, je suis une manière de réfléchir très féminine, mais je suis pas fou. On est d'accord que tu peux pas être avec quelqu'un qui Moi, je suis super d'accord avec toi. Ouais. Ah, mais moi, je suis femme, je suis d'accord avec toi. Il y a des contre-exemples, il y a des couples qui marchent. Tu peux pas dire tu peux pas, alors que ça existe. Non, j'ai pas d'exemple en tête. Toi, tu peux pas personnellement. Sur la durée, moi, ce serait un truc, c'est un red flag, genre, il y a pas moyen, tu vois. Mais je suis sûr que ça existe des exemples qui vivent ensemble, mais alors ça veut dire que si la tellement mettre de l'eau dans ton vin, c'est qu'il y a quand même un problème. Tu rencontres une meuf, elle te plaît, voilà, donc on parlait de ça, mais je trouve ça intéressant quand tu discutes avec quelqu'un, ça va être la question suivante, mais c'est en gros, est-ce que tu peux avoir des gens dans ton entourage qui ne partagent pas tes idées? Et donc là, le couple, c'est vraiment le truc le plus ultime, mais ne serait-ce que des amis. Est-ce que tu peux avoir un ami proche et il te dit « Moi, j'aime bien Sarko ». Parce que ça dit quelque chose de nous qui est... on est un peu fermé et en même temps, celui qui est fermé, c'est l'autre, quoi. Moi, je peux te dire un truc. Hein. Je sais pas si... tu vois, la période... je suis encore pas mal en contact avec des potes, des amis d'enfance. En vrai, j'ai encore beaucoup autour de moi. Et on va pas se mentir. L'époque Dieudonné... quand il a tous ses problèmes et qu'il s'allie avec Soral, etc., il a fait vriller beaucoup de mecs de cité. Et beaucoup de mecs de cité à l'époque
se sont mis à se dire aussi, la droite, c'est pas si mal. Le PS, ils nous ont entubés. Je parle de ma génération de jeunes qui ont eu des baby-foot et des tables de ping-pong pour voter socialiste et se faire entuber pendant toute notre jeunesse, jusqu'au point d'avoir Jean-Marie Le Pen au pouvoir, tu vois. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont détournés justement de la gauche avec ce mouvement-là. Et cette détestation du Parti Socialiste. Et à l'époque, il n'y avait pas encore... Ouais, mais la détestation du Parti Socialiste, elle était méritée. Ultra méritée. Mais tu penses que Dieudonné a fait que des gens sont partis à droite ? Ouais, de ouf. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ah ouais ? Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais qu'est-ce que tu trouvais de mieux à droite ? En fait, je comprends pas. Non, mais moi, c'est pas mon cas. Hein. Non, je parle pas de toi, mais je comprends pas quel était le message qui fait que ces gars-là se sont dit « Ah oui, la droite, c'est mieux ». Mais quand Dieudonné, par exemple, il va au meeting ça je m'en souviens très bien, il va au meeting du RN, qui à l'époque n'était pas le RN, il y avait encore le FN, et qu'il explique après aux jeunes en disant « Regardez, moi j'y suis allé, ils m'ont pas traité comme un noir mais comme un Français. Alors que vous, depuis 20 ans, les socialistes, la gauche vous traitent et vous essentialisent, etc. » Et qui tient ce discours. Que derrière, Le Pen fait le discours de Dakar, où il explique qu'il veut arrêter l'immigration, mais aussi l'immigration des richesses, etc. Enfin bref, il y a tout un truc à ce moment-là qui fait que beaucoup de jeunes de banlieue, et en vrai, se détournent de ça. Et il n'y a pas LFI à l'époque, encore. Donc il n'y a personne en face pour récupérer ce vide que les socialistes ont laissé. Et à ce moment-là, il y a plein de jeunes, vraiment, qui se détournent de ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai plein de potes je les vois qui vrillent à droite, en fait. Et dans ma tête, est-ce que je me dis, c'est mes potes d'enfance, c'est des gars, ils ont plus connu que moi le racisme. Ils ont plus connu que moi tout ça. Ils ont plus de raisons que moi d'être de gauche, et ils le sont pas. Et je suis qui, moi, à ce moment-là de ma vie, pour leur dire, non, vous êtes plus mes potes, je sais mieux que vous ce que vous devez penser. Je le vis vraiment, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment beaucoup de débats avec eux, et je suis perdu de fou politiquement. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Jusqu'à ce que, justement, arrive l'extrême gauche, il y a un revirement, machin, et ça m'a rendu tellement heureux. Mais, et t'as réussi à récupérer tes potes ? Eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été récupérés par LFI, et il y en a beaucoup qui sont désintéressés de la politique à jamais. Ah ok, ils sont pas restés à droite ou extrême droite, mais ils sont juste... Mais ils ont jamais été à droite, extrême droite, au point d'aller voter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Juste, de toute façon, c'est en mode, ils disent pas que des conneries. Parce que de toute façon, personne votait. Donc, on va pas se mentir. Mais il y avait ce truc de, ils disent pas que de la merde. Et en effet, on s'est fait avoir, en effet machin, et on est tous perdus, et tu retrouvais des propos de droite chez eux abusés. Ouais, c'est abusé. Fou. Des propos de droite et même racistes des fois envers les nouvelles générations qui arrivent et qui vendent des clopes à Barbès, les jeunes qui foutent la merde. On entend ce discours. On l'a tous entendu, c'est sûr et certain, on l'a tous entendu ici, de gens qui sont même visés par le racisme. Et mais moi, tiens, c'est intéressant, on peut en parler là, mais j'avais une colère supérieure aux mecs blancs envers les Caïras qui foutaient la merde. Que ce soit au stade, etc. Enfin, les gens qu'on voit dans les médias, moi j'ai grandi en essayant d'être irréprochable pour casser le cliché qu'on veut nous associer. Et quand je voyais qu'un gars dans un bus pouvait foutre la merde, c'était relayé partout dans toute la France, j'avais de la haine pour ce mec, pour tous les gens qui bossent, qui sont réglo, etc. Et c'est à cause de ce trou du cul, il est en train de casser toute notre image de gens qui allons bosser à l'hôpital, allons bosser à l'école. Enfin, tu vois, ma famille, ils sont dans le social, ils aident beaucoup les personnes handicapées, ils bossent, ils font éducateurs spécialisés. Enfin, il y a beaucoup de social dans ma famille. Et je dis à cause de certains. Et donc, j'avais de la haine envers eux, qui, à cause d'eux, ont subissé du racisme. Sauf qu'en vérité, eux-mêmes sont doublement victimes. C'est-à-dire que. Bien sûr. Mais il y a un truc aussi qui est dérangeant d'aller toujours chercher des excuses à des gens qui foutent la merde. Il y a un truc un peu ambivalent, c'est que je suis censé le défendre parce que je sais ce qu'il vit et je sais que ça peut être quelqu'un de désabusé qui se dit qu'il a aucune chance, donc nique la société, etc. C'est sa manière de vivre. Et puis il a peut-être pas eu assez de chance, il a peut-être pas eu la chance d'avoir une éducation comme moi j'ai eu, parce que malgré tout, même si j'ai été pas dans un milieu favorisé, j'ai quand même eu des parents présents qui ont fait attention à ce que je m'élève, à ce que je m'éduque, à ce que je réfléchisse, etc. Donc je sais qu'il est doublement pénalisé, ce mec qui fout la merde. C'est qu'il n'a pas eu d'éducation, il n'a pas eu des parents derrière lui, il stigmatise tout le monde, il est détesté et par les blancs et par les gens à qui il fout la honte.
Donc ça fait tout un truc qui fait que c'est rageant de ouf. Donc oui, je sais qu'il y a des rebeux qui sont racistes, de rebeux qui foutent la merde. Et même en dehors qui du coup se disent, je vais peut-être voter RN à cause des rebeux qui foutent la merde. Et c'est ce que je dis à cette époque-là, l'époque, je te dis, excuse-moi, je finis juste. L'époque de Sora et Martin, ils avaient bien réussi, je trouve, à récupérer ces jeunes-là et à les mettre dans leur camp et à les orienter politiquement de la mauvaise des manières. Ils avaient une emprise sur ces jeunes-là qui étaient relous, quoi. Non, il y a un truc très important qui n'a pas été dit, parce qu'en dehors du fait que ce jeune, il pouvait être défavorisé, il y a toute une histoire derrière qui n'est pas une feuille volante, en fait, détachée de tout. Il y a un système, et le système qui fait ça. Même en dehors de ça, il y a quand même un truc à dire. Pourquoi vous êtes obligé de tenir votre image ? Ouais, c'est-à-dire qu'en quoi le comportement d'un... On est associés... C'est ça, donc il y a déjà, rien que là, à la racine, il y a un problème. Il y a un blanc qui commet un crime, un vol, un meurtre. Il commet un crime, on n'est pas entaché, voilà, on ne se sent pas concerné, en fait. Et tu vois, même dès le début de ton histoire, il y avait déjà un problème. Depuis, l'élément marquant, c'est 11 septembre 2001, tous les rebeux sont associés à ce qui s'est passé, on doit se détacher, on doit montrer que... Et ensuite, encore plus après, quand il y a le Bataclan, on est associé aux mecs aux terroristes. Tandis et donc, que déjà en fait, ça, on doit aller marcher, on doit prouver d'autant plus qu'on n'est pas solidaire, qu'on n'est pas heureux de ce qui vient de se passer, on est doublement victime à chaque fois de ces faits divers. Il est fou. Ouais. Donc voilà, donc déjà rien que pour ça, ce gars dans le bus, il fait ce qu'il veut en fait. C'est pas toi. Et ça aurait oui, mais ce gars dans le bus est utilisé par les médias pour parler de ça. Je sais, mais c'est déjà, mais déjà ça c'est pas normal. Donc c'est-à-dire que si tout le monde avait la conscience de cela, on n'aurait pas éprouvé du racisme envers les nôtres. Enfin, vous auriez pas éprouvé du racisme envers les vôtres. Oui. Je suis complètement... Voilà, ça, c'était une très bonne conclusion. Mais c'est la base de l'inégalité des choses. Alors, attends. Est-ce que, du coup, j'enchaîne là-dessus, mais est-ce que tu penses que les gens qui sont racistes sont des victimes ? C'est une question que j'ai posée dans les 2 autres émissions, parce que, je remets le cadre, avec Kaza, quand on écrit, et avec Pierre aussi, quand on écrit, on essaie de pas trop taper sur les électeurs du RN, parce qu'on se dit, c'est eux-mêmes aussi des victimes. Non, mais c'est eux-mêmes des victimes du système médiatique, etc. Et que le vrai problème, c'est le système. Même si, on n'était pas d'accord avec Richard tout à l'heure, même si, effectivement, on dit aux gens souvent qui votent RN que malgré tout, ça reste des débiles, dans le sens où voilà ce que fait le parti, ça etc. Ça fait beaucoup de débiles. Oui, mais on fait en sorte que la population ne soit pas bien éduquée, que les gens n'aient pas accès à la bonne information pour pouvoir avoir un jugement éclairé. C'est pas qu'il est mal éduqué, mais bon. Oui, mais du coup, est-ce que pour toi, quelqu'un qui est raciste est une victime, ou est-ce que tu assumes de les détester et d'en faire des ennemis, tu vois ? Moi, je sais pas. J'ai pas un avis tranché et j'aurais enlevé les étiquettes tout court. Pour moi, c'est quelqu'un qui se trompe sur toute la ligne. Maintenant, socialement, quand j'ai affaire à des gens qui votent RN, par exemple, quelque chose comme ça, en fait, ce sont des adultes. Ils ont le droit aussi de se tromper. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'essaye de... enlever au maximum le jugement condescendant en disant que, en tout cas, dans des relations personnelles, c'est-à-dire face à face, sans parler d'une masse des gens. Ouais, donc, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Donc, après, j'ai arrêté d'entrer dans le dialogue. Donc, je fais pas partie de cette gauche qui croit en dialogue avec les électeurs du RN, parce que Urbain, il est comme ça. Il pense qu'on peut récupérer des gens. Il se trompe tellement profondément. C'est tellement profond. C'est tellement profond. La certitude qu'ils ont raison. Moi, j'arrive pas à argumenter. Enfin, j'arrive pas. Je m'énerve même pas. C'est juste que je vois qu'il y a une impasse qui est insurmontable pendant les échanges. Enfin, en tout cas, dans un échange comme ça.
tête à tête, c'est assez insurmontable. Tu penses que c'est irrationnel et que les gens n'entendent pas les arguments, quoi? En fait, les gens, ils vont te donner des arguments de leur vie, petite vie privée, des cas particuliers de chez particuliers. On m'a cassé ma voiture, devine qui c'était comme par hasard. Du gars du bus, il y a que ça, mais les gens, et en fait, après, c'est tout de suite la généralisation, c'est les gens font ça. Mais en fait, c'est pas les gens font ça, c'est que vous possédez aucune statistique, etc. Bon, on connaît le discours. Mais en fait, ces gens, ils sont totalement coincés dans cette logique qui fait un mètre autour d'eux, en fait. C'est vraiment un espace... C'est leur expérience personnelle qui fait qu'ils généralisent. Et dans laquelle ils croient. C'est quelque chose de très empirique, en fait, si tu veux. Je vois, ça veut dire que c'est ça. Oui. Parce que c'est valable chez tout le monde, en vrai. Mais je suis complètement d'accord avec toi, pour les gens qui votent. Oui, c'est dans une certaine mesure. Quand tu parles avec des gens de gauche aussi. Oui, mais regarde. Où l'exemple personnel fait souvent l'idée générale des gens. Oui, mais regarde, c'est chiant de débattre avec des gens comme ça. Le contre-exemple que j'ai déjà donné, c'est les villes qui votent le plus extrême droite sont des villes où il n'y a pas de mixité. Et donc, ils n'ont pas de souci de cité, ils n'ont pas de souci de mixité. Ils n'ont pas de souci avec des Arabes et des Noirs parce qu'il n'y en a pas dans leur ville. Ouais, mais après les gens ne votent pas extrême droite uniquement. Attends, on va penser que je suis un mec d'extrême droite. Attendez, calmez-vous. Mais les gens ne votent pas forcément extrême droite parce que là on prend le prisme du racisme, mais le racisme est une des composantes, on va dire, de l'extrême droite. Mais les gens ne votent pas à droite ou à l'extrême droite uniquement par un biais raciste. Ah ben moi, dans ma tête, tu ne peux pas voter Bardella ou Le Pen sans qu'il y ait une dimension raciste dans ton vote. C'est impossible. Parce que, ou au minimum, c'est que le racisme, ça te dérange pas. Oui, j'allais dire, c'est une composante qui est tellement intense. À partir du moment où le racisme, ça te dérange pas, c'est raciste pour moi. Oui, t'es raciste, mais là, on parle de ce qui te pousse à aller voter. Tu peux être raciste même, et tu peux être raciste. J'ai connu des communistes racistes. Oui, bien sûr, il y en a eu plein. Et ils votaient extrême gauche. Donc, ce que j'entends par là, c'est... Même là, chez Roussel, des communistes, ouais, mais ils ne sont pas communistes. T'as senti la tension dans ma voix? Ils sont à l'Assemblée. Il est monté d'un cran. Eux, c'est pas des communistes. Excusez-moi. Ils veulent pas couper des têtes, c'est pas des communistes. C'est pas des communistes. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... tu peux voter... oui, je suis d'accord avec toi. Si tu votes avec extrême droite, t'es forcément raciste, mais c'est pas forcément ça qui te pousse à aller voter RN. J'ai l'impression quand même que c'est un moteur. C'est quelque chose qui fait que tu vas beaucoup plus voter que les autres. C'est un dommage collatéral, souvent. C'est un public qui se mobilise vraiment, l'extrême droite. Ils vont voter, eux. Oui. Ouais, mais comme l'extrême gauche... Parce que pour eux, la menace, elle est existentielle. Et du coup, c'est vraiment le meilleur moteur pour aller voter. Même si c'est un moteur qui est défaillant, c'est un public qui va voter, quoi. Bah, moi, je pense que t'as plusieurs catégories. Moi, je pense qu'il y a la catégorie, effectivement, pour qui la peur de l'autre est tellement importante, et donc c'est ça qui pousse à aller voter. Et il y a une autre catégorie, marre du bordel. Mais le bordel, on sait très bien que c'est le capitalisme. Mais il l'associe à qui, le bordel? Oui, mais parce que c'est plus facile et parce que c'est entre autres aussi. Donc, il y a cette... Moi, je pense je sais pas. En fait, c'est du racisme, mais un tout petit peu un dommage collatéral, je dirais. Donc, c'est-à-dire que, bon, s'il faut ça, allons-y, en fait. Au moins, ce sera de l'ordre, tu vois, c'est ça un tout petit peu le raisonnement. Toi, t'en penses quoi? Ben, je suis d'accord, je trouve qu'ils sont victimes d'un manque de connaissance et d'ouverture d'esprit, parce que comme tu disais, la plupart du temps, ça se passe en Provence. J'ai été tellement confronté à ça, c'était horrible. Et moi, au début, je veux plus parler avec eux, mais je crois qu'il y a un dialogue qui reste possible, mais c'est trop dur, quoi, de rester calme. J'aimerais aspirer à... Parce que je pense qu'il y a quand même moyen de les... Tu penses, toi, tu penses t'es comme Urbain, alors? Ouais, moi, je crois qu'il y a vraiment moyen de ramener dans la bonne équipe, quoi. Je crois qu'à exclure, en fait, on est encore plus en train de créer un fossé, quoi. Richard, il a dit tout à l'heure, admettons même que la gauche gagne aux prochaines élections, ces gens-là, ils vont faire partie du pays, il va falloir faire société avec eux. C'est ça, mais ça, c'est vrai. Et donc, il faut essayer de les récupérer. Moi, je pense que tu les récupères. Moi, je pense qu'il faut d'abord gagner. Et ensuite, tu changes le système d'éducation, tu changes le système médiatique, tu leur amènes des informations saines pour qu'ils aient des vraies infos, pour se faire une idée qui soit cohérente, quoi. Et le sujet qu'a fait Merlin dans sa dernière chronique, à savoir, tu peux pas
faire d'un sujet complexe, tu peux pas avoir une réponse simple à un sujet complexe. C'est un truc qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, quoi. Et puis en vrai, il y a un monde aussi où le racisme, il y en aura toujours une part dans la société. Exister. Oui. Et que le but, c'est qu'on vive le mieux possible tous ensemble, et que les gens, même les racistes, aient la meilleure vie possible en France. Pour comprendre que c'est pas la priorité. Exactement. Comprendre que, ok, je suis raciste, n'empêche que on a mis LFI au pouvoir et que mon salaire il a augmenté. C'est exactement ce que je pensais. N'empêche que je pars en vacances, n'empêche que mes enfants ils sont mieux éduqués. Ouais. Du coup, vas-y, ils sont chiants ces Arabes, mais bon, on va quand même voter à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que ça se fera pas. Peut-être pas voter à gauche, mais au moins on va pas aller trop loin dans. Mais je suis persuadé que si la gauche passe vraiment, le programme va tellement changer la vie des gens qui n'en peuvent plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent extrême droite en se disant j'en peux plus, en pensant que c'est la solution alors que ça va rien résoudre. Je pense que quand ils vont voir que leur vie change réellement avec la gauche, peut-être ils vont s'en accommoder. Et au même titre que tu le vois pour les municipales, il y a des gens qui votent pour des maires de droite alors qu'ils sont de gauche, mais qui te disent ouais mais au niveau de la ville, ils revotent pour le même maire parce qu'il avait fait des trucs bien, tu vois. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des gens, ils seront capables de voter par la suite à gauche en étant de droite parce que quand même pendant 5 ans, ils ont fait des trucs bien. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Tout est possible. Mais moi, j'ai pas dit que, par contre, j'ai pas dit que les gens n'étaient pas, selon moi, que les gens n'étaient pas récupérables. Ça, je n'en sais rien. Il y a peut-être ceux qui ne sont pas récupérables. J'ai dit juste que moi, j'ai pas des outils d'argumentation suffisant en fait pour et pourtant je suis bavarde et plutôt débrouillarde dans les disputes mais je me suis rendu compte que en fait ça fonctionne pas, mon dialogue ne fonctionne pas. La colère vient trop vite. Moi pour l'élection je te rejoins là-dessus. Moi je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens là avec les élections. On n'arrivera pas à convaincre des gens d'extrême droite de plus l'être. Et je pense que effectivement la bonne stratégie c'est d'aller parler aux gens qui ne votent pas, qui sont désabusés. Qu'on soit juste plus nombreux. Ça, fou. Pour qu'on soit juste plus nombreux. C'est pas obligatoire le vote chez vous. C'est obligatoire en Belgique. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que moi je pense que les électeurs du RN, il y a un truc qui les unit plus ou moins tous, c'est qu'ils sont assez égoïstes. Donc c'est un vote assez égoïste en fait. Mais l'égoïsme, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on commence à te donner, c'est pour rejoindre ton argument, quand on commence à te donner ce que tu n'avais pas avant, etc., l'égoïsme, il peut faire retourner la veste. Ça, je pense que c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait des résultats avant que... C'est ça. Mais là, typiquement, avec Bali Bagayoko à Saint-Denis, là, à la rentrée, il y a les vélos pour tous les gamins de 3e. Il y a eu l'école, la cantine gratuite, la piscine gratuite cet été. Je pense que même les gens qui votent extrême droite, etc., qui vont avoir du concret qui arrive chez eux. Saint-Denis, c'est un vrai test. Hein. Ouais. En vrai. Mais c'est pour ça qu'il se fait chier dessus tous les jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il se rate. Ouais. C'est hyper important qu'ils fassent des choses très bien à Saint-Denis parce que c'est une vitrine. Pareil à Roubaix, ils ont fait c'est une vraie vitrine pour les élections présidentielles. Ils ont fait la cantine gratuite, etc. Et ça, même si t'es d'extrême droite. Mais tu peux pas adhérer à ça, genre. Tes enfants, ils sont à l'école et d'un coup, t'as plus la cantine à payer. C'est du concret, en fait. Complètement. Et donc, je pense que ça peut avoir un impact positif. Ouais. Complètement. Après, il y a aussi un petit côté ingrat. Souvent, c'est chez ces gens-là, parce qu'ils vont dire l'extrême droite, elle coupe les allocs que tu utilises. Et en fait, ça, il y a une connexion qui est mal faite à un moment donné dans les têtes des gens. Donc, est-ce que ça va pas être pris comme dû, entre guillemets, au moins ça? Ils nous devaient ça. Et pour autant, le bulletin, il ira chez Rassemblement National. Donc, je ne sais pas. Mais... sur la masse, il y aura forcément un peu de ça. Mais s'il y en a une partie déjà qui arrive à aller dans l'autre sens, c'est déjà ça. Non, on fait trop de psychologie. Ça fera jamais un tout parfait, ça c'est sûr. Je relance avec une nouvelle question. Est-ce que dans votre famille, il y avait un truc dont la famille est fière ou à l'inverse, un truc dont la famille avait honte? Tu vois, est-ce qu'il y a, une sorte d'héritage de famille qui a influencé votre manière de voir le monde?
Tu vois, parce que là, hier, on parlait des Allemands qui, avec la Seconde Guerre mondiale, vivent avec une culpabilité, etc. Chez nous, on a eu la colonisation. Je me dis, est-ce qu'il y a une histoire de famille qui fait que ça influence votre vision du monde sur le grand-père qui a fait ceci, ou il y a un sujet tabou, ou tu vois? Vas-y. Je te laisse. J'arriverai pas à répondre à cette question parce que mon contexte familial est trop bizarre. Genre, on n'a pas du tout eu une unité de famille. Moi, j'ai vraiment grandi. Il y a eu des sujets tabous chez vous? Non, on parlait de tout, mais on se parle pas beaucoup, quoi. Ok. Genre, du côté de ma daronne, où j'ai très peu grandi, elle est allemande. Et ça a été un peu, il y avait un peu, comme tu dis, un peu ce truc de culpabilité et tout. Quoique ma grand-mère, je crois, était quand même une grande fan des jeunesses hitlériennes. Je pense qu'elle était quand même un peu fan du projet. Et genre, c'était ok, quoi. Elle avait un portrait comme le grand-frère de Tatiana. Mais par contre, ma mère et sa sœur étaient genre archi de gauche militante et tout. Enfin bref, elles ont grandi en réaction. Oui, bien sûr, full. Et du côté de mon père, il parle pas, quoi. Donc si on voulait parler, il y avait moyen de parler de plein de trucs. Mais j'avoue que moi, j'ai vraiment été élevé en dehors de ma maison. Et donc j'ai été élevé avec les traumas des autres et en réaction à ça. Mais donc chez nous, si je voulais parler de quelque chose, il y avait toujours moyen de parler. Il n'y avait pas de tabou, pas de sujet de fierté. Voilà. J'avoue que... Tu sais, parce qu'il y a des familles qui grandissent avec ton grand-père c'était un résistant, ton grand-père c'était ceci, ou à l'inverse, tu vois. Ouais, moi chez moi, du coup, il y a beaucoup d'histoires que je sais pas. Vu qu'il y a pas j'ai pas d'historique. Tu vois, je dis ma grand-mère, je pense qu'elle était très fan, j'en ai même pas de... Oui, mais du coup, ouais, mais tu penses ça parce que... Mais je pense que si je pose des questions, j'aurai les réponses. Mais j'ai pas été éduqué là-dedans en famille pour avoir les... Je sais pas expliquer, vous comprenez? Il y a un truc où tu veux pas forcément poser la question parce que t'as peut-être peur de la réponse ou... Non, j'ai pas de lien assez fort que pour savoir l'histoire de ma famille, genre. Ah, ok. Naze. Non, c'est intéressant. Attends, non, mais en vrai, c'est intéressant. Hitlérienne, c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai retenu de cette anecdote. C'est tellement pas vrai. Si on peut le couper, s'il te plaît, tu fais un petit montage, tu le mets. Ah, mais... Ma gueule. Franchement, bonne famille. Ah là là. Non, moi, c'est marrant parce que c'est assez bizarre dans ma famille, parce que mes parents, donc, ma mère est pied noir. Ouais. Et arrête de le répéter, frère, ça y est. Mais c'est ça, donc c'est des colons. Pour le coup, c'est qui vivaient en Algérie et qui avaient des privilèges que n'avaient pas forcément les Algériens. Et qu'on fait quand même la guerre là-bas. Donc il y a une certaine fierté de mes oncles qui sont battus justement pour la libération de l'Algérie, aux côtés des Algériens. Il y avait une certaine, bizarrement, une fierté de pas s'être, j'ai l'impression, parce que ils en parlent pas de ouf non plus, mais de ce que j'ai capté, de pas s'être fait tège et d'être resté après la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que mes parents, d'après ce que j'ai compris, mes grands-parents, ils se sont fait rapatrier à cause justement de la France, un peu de force. Ils ont dû laisser toute leur maison là-bas, etc. Mais là-bas, ils étaient hyper actifs avec les cocos, justement, ils ont fait de la prison, etc. Moi, mes cousins, ils sont partis dans les jeunesses communistes, je crois même en Russie. Hein. Et tout ça, et il y avait une grosse fierté, là-dessus. Voilà. Et sinon, grosse fierté dans ma famille, rien à voir avec la politique. C'est que mon père, il était entraîneur de foot aux Ulysses. Et je vais vous expliquer à quel point un jour j'étais fier de lui. Et il a entraîné Thierry Henry. Oh waouh! Stylé de ouf ou pas? Et un jour, on est au carrefour des Ulysses pendant la Coupe du Monde 98. Et c'est ouf, c'est que eux, ils étaient à Clairefontaine, parce que la Coupe du Monde, elle est en France, tu vois, et ils doivent jouer au Stade de France. Et Thierry Henry, il doit avoir un jour off. Et ce ouf, il est jeune à l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Carrefour Ulysse 2 pendant son jour off. Et je suis en train de marcher avec mon daron dans la galerie, tu vois, et il y a Thierry Henry dans la galerie, alors qu'il a marqué en Coupe du Monde. Et il y a tout le monde en train de lui demander des autographes, et là il s'arrête, il va voir mon père et il lui dit « Bonjour coach ». Oh non, ça me fait tout chaud. J'étais à côté, j'étais là en mode papa, c'est le daron à qui c'est magnifique. Voilà. Et du coup, il en parle à tout le monde maintenant. Il dit à tout le monde, il a entraîné Thierry comme si c'était grâce à lui qu'il avait été fort au foot, alors que pas du tout. Non, mais par contre, le move de Thierry Henry est très très classe. Le move, il est incroyable, même qu'il se soit souvenu de lui. Se souvenir, c'est assez normal, mais par contre... il a dû connaître les coachs entre-temps. Oui, mais quand t'es gamin, les premiers coachs, c'est hyper important, etc. Il aurait pu le dégoûter du foot, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc de... Tu vois, combien de profs m'ont dégoûté de certains trucs, tu vois, donc... mais le move incroyable de Thierry Henry. Mais le move de Thierry Henry est très très classe. Full. Et full fier de mon daron en ce moment-là. Tatiana? Ton daron, il a entraîné qui, toi? Comment? Ton daron, il a entraîné qui? Ton daron, il a enterré qui?
très bonne blague. Mon daron, ce qui est drôle, c'est que mon daron jeune, il ressemble beaucoup au jeune... Fidel Castro. Oui. Ah ouais. J'ai une photo de son daron, c'est le portrait craché de Fidel Castro. Putain, stylé. Non, de Che Guevara. Che Guevara, pardon. Non, je me dis Fidel Castro, non, moi, pas du tout. Fidel Castro, perso, mais après chacun son. Physiquement? Non, dans les accomplissements. Je parle du projet. Ouais, il ressemble. Non, alors, moi, mes arrière-grands-pères, il y en a 2 qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils étaient mobilisés pour la guerre, et un autre était fusillé pendant les répressions de Staline. Donc, bonne ambiance. Ouais, l'ambiance de folie, mais n'empêche, on grandissait un tout petit peu avec les histoires comme ça. Enfin, D'ailleurs, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, elle était restée là pendant longtemps, de manière très méritée, parce que quand même, ils sont entrés dans le pays. Moscou, il était sous menace. Saint-Pétersbourg, il était totalement, comment on dit ça, blocade? Non, on dit ça. Assiégé, voilà, pendant 40 jours. Je ne sais plus, très long. Ça se trouve que c'est plus, je suis très mauvaise en histoire, etc. Donc, la guerre de Stalingrad aussi, ils en ont fait un film aussi. Et donc voilà. Et, c'est Saint-Pétersbourg, Stalingrad, non? Je sais pas. Putain, je suis nulle. Tu vas couper ça. C'est à toi de nous le dire. C'est horrible. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, ça a été renommé et puis on était revenu au nom original de la ville. C'est pour ça que le nom soviétique, ça, il s'est déjà effacé de ma mémoire, quoi. Elle n'est pas vraiment russe, en fait. Mais c'est ça, Blacade de Stalingrad. Blacade de Stalingrad. Elle a grandi à Dunkerque. Et donc, oui, on était quand même très biberonnés des histoires de la Deuxième Guerre mondiale, parce que le pays, il a quand même énormément souffert. Ah bah, des millions de morts chez vous. Et cette victoire, en fait... Je veux dire, il y a une fierté, justement, de... Mais de ouf, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, cette victoire, elle était faite purement par le peuple. Il n'y avait plus l'armée, en fait. Staline, il avait ravagé l'armée. C'est pour ça, d'ailleurs, que Hitler, il a attaqué la Russie. Il ne voulait pas. Parce que dans 36-39, je ne sais plus, ils sont venus avec une délégation, ils ont vu le niveau de l'armée, c'était là. Technologie, dernière technologie, etc. Tout était aux petits oignons. Et après, quand Staline a vrillé, donc il y avait des répressions et tout, il a rasé en fait tout le haut de l'armée. Il n'y avait que des gens qui sont restés. Donc c'était complètement ravagé. Et c'est là où ils ont dit, il y a de la faiblesse. En fait, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et en fait, cette victoire, elle était mais vraiment sur les os de la population que ça a été porté, quoi. Donc oui, bien sûr. Et encore, même l'histoire de comment vous avez atteint Berlin, etc., les Russes, comment... Même ça, en fait, parce qu'en vrai, si on est libéré, c'est en immense partie par rapport aux Russes. Aujourd'hui, quand tu demandes aux Français comment ça se fait qu'on est libre, c'est à cause des Américains. C'est un on parle plus du débarquement en Normandie. C'est ce qu'on nous apprend plus à l'école. Ouais, on parle plus du débarquement en Normandie, il y a eu tous les films, etc., machin. Alors qu'en vrai, si on est libre, c'est surtout grâce aux Russes, quoi. En fait, c'est un récit qui a été volontairement épousé par le monde, y compris parce que reconnaître la victoire de l'URSS et la plus-value apportée de l'URSS, c'était de reconnaître notre propre erreur aux États-Unis, en Europe, parce que les alliances avec l'URSS, ça a été proposé plusieurs fois. Plusieurs fois, et en fait, pour X raisons, à chaque fois, un des pays résistait, etc. Et au dernier moment, quand c'était décidé, il y a un documentaire Arte qui est génial sur ça. Et donc au dernier moment, quand c'était vraiment le moment très décisif, parce que Staline, il avait déjà la proposition de pacte avec Hitler entre les mains, et en fait, en gros, il devait choisir entre l'Europe et Hitler, et l'Allemagne. Et donc la délégation européenne arrive. Ils disent finalement, on veut bien faire l'alliance avec les communistes. Ça faisait mal au cul, mais ils ont compris qu'il y avait la nécessité tardivement. Et en fait, Staline leur pose une seule question. Est-ce que la Pologne est ouverte pour que l'armée russe puisse passer en fait par là pour accéder à l'Allemagne, pour accéder là où on a besoin de nous? Et la Pologne n'était pas prête.
Et la lumière du Kremlin s'est éteinte à ce moment-là. Et donc, du coup, il a fait ce choix catastrophique dont, d'ailleurs, personne n'était au courant. Ouais. Parce que comme nous, on est entré dans Berlin, nous, on a pu récupérer toute la doc. Ouais. Et en fait, c'était resté secret jusqu'à, je crois, Boris Yeltsin, qui lui, il a révélé le document en post-RSS en disant que, bon, bah voilà, pour l'histoire du monde, on a bien fait pacte avec le diable, quoi. Pardon, on coupera tout ça. Non, c'est trop intéressant. Il y a un documentaire là-dessus. Oui, un documentaire de Arte. Tu pourras me l'envoyer? Il est trop bien. Il s'appelle comment, tu sais? Je ne me rappelle plus, mais c'était sur la Deuxième Guerre mondiale et sur... il n'y en a pas beaucoup en plus des docs sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ça et la rafle. C'était sur les diplomates anglais et français qui travaillaient et qui sont tous les deux juifs, je crois, qui sonnaient l'alarme très tôt en disant que non, mais en fait, il faut absolument qu'on ait l'alliance avec le RSS parce que sinon, ça va être une catastrophe, quoi. Donc, je vais le retrouver. Retrouver. Donc oui, nous, on était très biberonnés à ça. Sinon, la fierté de ma famille, c'est moi. Personne n'a fait mieux. Force de constater. Oui, non, sinon, c'est mon père qui est mort très jeune, assez soudainement. Il avait 28 ans. Moi, j'avais 9 ans. Oui, on fait les... non, il a eu tout, non? Ouais, 19 ans. En fait, c'était un pancréas. C'était même pas un cancer, c'était un truc, une crise de pancréas qui a très mal... Pancréatite? Ouais. Comment tu connais ça, toi? J'ai passé beaucoup de temps à l'hosto. Ouais. C'est une folie du pancréatite. Oui, c'est ça. Et donc, c'était... Attends, c'était vraiment ça? Oui, c'était vraiment ça. Ok, t'es trop chaud. Pancréas, en fait, c'est un organe, si je comprends bien, et pancréatite, c'est une infection de ça, quoi. Oui, c'est ça. Quand il y a hit derrière, c'est mal, je crois. C'est très mal tourné. En plus, il est mort en dehors de la maison. Il était en voyage d'affaires. Ouais. Il était à Tashkent, okay. Donc il était mort là-bas. Et ma mère, en fait, elle a galéré parce qu'en fait, on n'était pas une famille qui était à l'aise avec les voyages. Ma mère n'avait jamais pris l'avion. Donc là, il fallait qu'elle se débrouille pour trouver un billet, l'avion, etc. Il y a des amis qui aidaient. Tout ça, c'était très saccadé. Elle met une semaine pour y aller. Et il est en retard de quelques heures. Donc, il est mort juste avant, donc c'était vraiment très... Oh, c'est horrible. C'était très dramatique. Ouais. On comprend. Non, mais tu l'as trop bien raconté. À vous, on avait tous eu un truc à la fin. Alors, cette fin est incroyable quand même. C'est dommage. Vraiment. Le plot twist, là, c'est un film où à la fin, tu te dis, les bâtards. Vraiment, c'est trop bien. Tu te dis un peu, c'est ouf. C'est très cinématographique. T'as le générique direct et t'as un peu les larmes aux yeux, t'oses pas regarder la personne à côté de toi. Ça tombe dans les oreilles. Quelque part, mon père, qui était déjà beaucoup aimé pour son esprit clair, pratique dans la famille avant, à son vivant, quoi, il est devenu une sorte de héros en fait dans la famille pour toutes mes grand-mères, la mère de ma mère, sa mère à lui. Ça oublie tous Il tes défauts. était très vénéré, voilà. Et depuis, il y a son portrait à côté de celui de Staline. C'est presque vrai. C'est presque vrai. Ma dernière question. Est-ce que vous vous sentez encore en démocratie? Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce que vous vous sentez en démocratie et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Je viens de parler, donc si on peut varier un peu... Non, Pierre, vas-y. Là, tu me laisses bien la parole. Hein. Non, mais moi, je peux répondre, mais c'est juste qu'il y a que moi. Est-ce que je me sens en démocratie? Je sais pas, la démocratie telle qu'on l'entend en Occident, on y est. Tu l'interprètes comme une tu veux. Démocratie où... je sais pas, si Moi, je sais que je me sens pas en démocratie. C'est quoi c'est relou. La démocratie, pour moi, c'est le peuple qui décide. Et actuellement, c'est pas le peuple qui décide. C'est jamais. Alors, si on parle de la base de la définition, où le pouvoir est au peuple, non, je me sens pas du tout en démocratie. C'est sûr que non, on n'y est pas. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est souhaitable, du coup? Ouais, complètement. Je pense que c'est quelque chose qui est souhaitable. Et je pense que justement, il y a vraiment le pouvoir, le capitalisme, tout ça, a intérêt à ce qu'on se dise que oui, mais non, mais vaudrait mieux un dictateur. De toute façon, le peuple, il est trop bête. Je sais pourquoi tu rigoles. Ils ont intérêt à ce qu'on se dise ça. Et en fait, c'est hyper tentant de se le dire.
C'est tentant chaque jour parce que ça t'enlève des responsabilités, t'as moins besoin de réfléchir, à te prendre la tête. Une vraie démocratie, c'est chiant, je pense. Ça te demande d'être actif, quoi. Voilà, ça te demande d'être actif, d'être responsable de ta propre vie, de penser aux autres, de penser à ton prochain, d'être ouvert d'esprit. Ça te demande tellement de trucs. Et puis ça doit être tellement dur à mettre en place parce que le mur en face, pour pas qu'on y arrive, il est énorme. Vous pourriez y arriver presque parce que vous avez le vote obligatoire. Ouais. Ça vous oblige à vous intéresser un minimum à ce qui se passe. Mais en quoi le vote obligatoire, ça change quelque chose? Parce que tu peux pas aller voter sans... En fait, comme là, de toute façon... Là, t'allais dire une dinguerie. Non, mais comme tu vas voter, que t'es obligé, tu vas pas voter sans t'intéresser un minimum à ce qui se passe. À qui? Non, arrête. Je sais que même toi, t'y crois pas de ce que tu viens de me dire. Laisse-moi être un peu optimiste. Mais ce que je veux dire, c'est que... Même toi, t'y crois pas. Non, les gens, ils... Tu penses qu'ils vont voter de manière obligatoire et qu'ils mettent un truc au hasard? Bien sûr. Ou alors pire. Il y en a qui le font, mais il y en a quand même plein. On a quand même plus une éducation politique peut-être que chez vous, tu vois, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, si on n'est pas en démocratie, c'est même pas à cause du système ou à cause du fait que 5e, 6e République. C'est juste à cause du fait que les gens votent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit pour qui on leur dit de voter et ils ferment leur gueule en fait. Ouais, et ça, c'est plus nuancé que ça. Et ce sera pareil dans tous les pays du monde. À partir du moment où les médias ont autant de pouvoir, autant d'influence, et il suffit de bouger les curseurs et de mentir sur les sondages et de faire pour que les gens fassent ce qu'on leur dit de faire plus ou moins, t'es pas en démocratie. Que le vote il soit obligatoire ou pas, de toute façon, les gens ils sont influencés. Donc ça change rien. Pour moi, pour que ce soit une démocratie, il faut que le pouvoir soit au peuple. Donc ça demande que le peuple vote régulièrement. Et pour que le peuple puisse voter de manière éclairée, ça demande une information objective, alors même si l'information c'est compliqué que ce soit objectif, mais une éducation qui permette aux gens de voter en pleine conscience de ce qui se passe, qu'ils puissent pas voter juste comme tu disais, si c'est obligatoire et qu'ils votent en s'en foutant, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'éducation pour leur dire que ça change les choses, qu'il n'y a pas la bonne information, que donc pour qu'un peuple vote et que ça ait du sens, il faut qu'il vote en conscience. Mmh. Donc ça demande de changer déjà beaucoup de choses autour. Mais tu sais que les gens ils votent à droite en conscience et sur deux et même en étant intéressés là, en France. Pour beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas possible que tu votes à droite en étant pauvre. Si tu votes à droite alors que t'es pauvre, c'est pas possible. Tu comprends pas. Ça se fait. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu votes à droite en étant pauvre, tu es la preuve que la démocratie ne fonctionne pas, que la démocratie n'existe pas, parce que tu n'as pas été assez éduqué, assez bien informé pour faire un vote qui ne soit pas contre tes propres intérêts. À partir du moment où tu votes contre tes propres intérêts et contre l'intérêt général, c'est que la démocratie est défaillante. C'est clair ce que j'explique? Ouais, je capte. Je suis d'accord. Tu vois? Je vais te laisser parce que t'allais dire un truc avant, non, c'est bon? Ouais, j'allais dire un truc avec le fait que le vote chez nous est obligatoire. Là, force est de constater qu'on a aussi une montée de l'extrême droite, donc ça change pas tant. Enfin, tu vois. Donc en fait, tu dis comme moi. En fait, là, avec réflexion, je suis en mode... Non, mais je trouve ça méga important qu'il soit obligatoire, pour le coup, parce que ça mobilise plus les jeunes. Et même là, on a avancé l'âge du vote, je pense maintenant, on peut voter à partir... On peut voter à partir de 16 ans, obligatoire à partir de 18. Ok. Ça, je trouve ça trop stylé, quoi. Parce qu'on a de plus en plus une éducation politique qui se met, mais je pense que ça prend son time, quoi. Et nous, on a genre des... Oui, ça demande du temps. Le cordon sanitaire qui est super, tu vois. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre de vote obligatoire? Ben non, au-delà au niveau de tu fais partie de la société en fait. Tu fais partie de la société. Mais si moi j'ai pas envie de ce système. Oui, mais il y a plein de gens qui disent le vote c'est censé être. Oui, mais t'as pas envie du système, mais tu vas voter contre, peu importe. Mais tu y vas. Comment en fait. Tu votes contre? Bah tu votes blanc ou peu importe. Le vote blanc existe, hein. C'est pareil du coup. T'as dit quoi? C'est pareil du coup, non? Oui. Voter blanc et ne pas voter. Non, c'est pas pareil. Non, parce que moi, c'est recensé. Parce que quand le vote est obligatoire et que je te dis une connerie, t'as 60% de vote blanc, là tu dis ok, il y a un truc qui va pas. Il y a une grosse dinguerie dans le. Moi, je trouve ça méga. Tu vois, nous, notre vote blanc, il n'a aucun sens parce qu'il y a peu de gens qui vont voter. Ça va pas non plus. Ouais, vous m'avez pas convaincu, mais j'entends ce que vous me dites. Viens, c'est toi qui vas conduire. Moi, je crois pas en démocratie. Tu crois pas en la démocratie? Ouais, non, mais j'y crois pas. Au sens que, en fait, je vois pas une organisation qui pourrait fonctionner et satisfaire tout ce qu'il faut satisfaire. C'est-à-dire que, déjà, aujourd'hui, chez nous, on parle beaucoup du vote, mais on est en démocratie représentative. Donc, c'est-à-dire que si le mec, il nous a bien
chier dans les oreilles. Oui, mais attends, déjà, voilà, déjà ce qu'il y a maintenant, ça fonctionne pas. Donc ça fonctionne absolument pas. Tu choisis Macron et pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Donc en fait, c'est ça. Il peut faire l'inverse de ce pourquoi il a été élu aussi. Oui, exactement. Donc ça fonctionne absolument pas en fait. Donc on devrait voter pour toutes les lois, etc. Mais c'est déjà autre chose que ce qu'on a maintenant. Donc même par rapport au régime politique, je reste quand même très sceptique parce que c'est une énigme que même Einstein n'a pas résolue. Donc il a bien démonté le système capitaliste et l'organisation politico-capitaliste, mais il n'a pas su proposer une organisation, un régime politique qui pourrait cocher toutes les cases. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, donc à partir du moment qu'on dit que ça n'appartient pas aux riches, ça appartient à qui? Donc si ça appartient à l'État, tu as aussi le risque que les gens qui gèrent l'État, parce que la masse c'est difficile à organiser, donc les gens, tu as forcément des élus qui gèrent, et donc là encore, on peut retomber dans l'abus. Donc je ne suis pas sûre que j'expose bien l'idée, mais quand j'ai lu l'article qu'il avait écrit, parce qu'il écrivait des articles politiques, Einstein, donc quand j'ai lu l'article, je me suis dit, en fait, si même son esprit n'a pas su résoudre le problème, je me dis, c'est quand même de quoi. Non, mais moi je pense que réellement, on peut avoir un système où la population vote régulièrement sur les sujets réellement importants qui la concernent, typiquement la réforme des retraites. La population ne voulait pas, ça pourrait pas passer. Ça pourrait pas passer, tu vois. Ce serait le minimum de choses. Tu n'as même pas besoin de la mobilisation pour la loi contre la loi du plomb, ça serait pas passé. La loi Yadan, ça serait pas passé. C'est pas passé, mais ils veulent nous refaire un truc au mois de juillet, etc. Là, très prochainement, ils veulent la légitime défense automatique pour les flics. Ça passerait pas non plus, ainsi de suite. Donc, même sans une éducation de ouf, on la ferait pas à l'envers autant que ça au peuple, parce qu'il y a des trucs, c'est du bon sens. Les pesticides, on voterait contre parce qu'on aurait envie de manger seulement. Et il y a plein de trucs où les lobbies arrivent à passer par-dessus la volonté du peuple. Ce serait beaucoup plus difficile si le peuple votait directement. Et je pense que le peuple ferait en sorte de voter pour qu'on ait une information qui soit saine et qui mettrait de lui-même en place des contre-pouvoirs. Typiquement, on a l'IGPN, la police des polices, elle est encadrée par la police, ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait un contre-pouvoir citoyen formé avec des avocats, des magistrats, etc., qui ferait que l'IGPN est contrôlé lui-même, enfin, tu vois, que la police est contrôlée par un service civique, quoi. Mais malgré tout, quel que soit le système que tu mets en place, je remets au truc que s'il n'y a pas, comme tu dis, une information, parce qu'en fait, les gens, même si tu les fais voter, tu dis que ça passe pas, je ne suis pas certain que toutes ces lois, elles puissent ne pas passer si les gens... S'il n'y a pas une information saine. S'il n'y a pas une information saine. Ouais. Donc, en soi, j'ai envie de te dire, le plus important pour moi dans tout ça, ça reste quand même l'éducation. Et de faire tomber les milliardaires qui possèdent nos médias. Merci. Voilà, c'est ça. C'est la priorité, en vrai. Ouais. Oui, et là encore, on parle à l'intérieur d'un pays, mais il y a aussi le monde. Oui. Et la domination mondiale, ça, je ne sais pas la résoudre, pour le coup. Parce que... Il est très clair, c'est très simple. La France peut être un village d'irréductibles. Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le monde, c'est très simple. Celui-là qui est le plus armé dicte les règles. C'est vraiment débile, mais c'est vraiment vrai, pour le coup. Donc, il n'y a pas à tortiller. On le voit très bien à quel point l'ONU ne sert à rien. Oui, à cause de Trump. Oui, mais donc, il suffit d'être plus armé que les autres et mal intentionné, ce qui arrive régulièrement, puisque quand on sent le pouvoir, pourquoi pas. Et donc, mais ça, c'est un énigme que je ne peux pas résoudre parce que... Mais je suis un idéaliste. Donc moi, je me dis, en fait, parfois, il suffit d'un exemple pour inspirer les autres. Je le fais à une autre échelle. On fait la riposte. On est une anomalie parmi tout le système médiatique. Entre autres, il y a la dernière aussi. Mais on est une anomalie parmi le système médiatique qui inspire d'autres gens à vouloir faire la même chose sur des médias indépendants, etc. Plus d'autres gens qui réclament à Nova de plus d'émissions, et il y a d'autres émissions qui vont naître, je pense, à la rentrée avec d'autres humoristes, etc. Donc, on a ouvert une brèche en montrant que c'était possible. Avant, on pouvait être éteint en disant il est antisémite et fin de carrière. Aujourd'hui, on arrive quand même à résister
et à prouver qu'on ne l'est pas et qu'on fait avancer les choses et qu'en fait on est sur le droit humain, etc. Il y a quelques années, le sketch que je fais, c'est fin de carrière pour moi, tu vois. Ouais, clairement. Et donc je pense réellement que on a fait ça au niveau d'un petit média qui du coup a une énorme audience aujourd'hui. Je pense que la France peut le faire avec un petit pays qui a l'avantage d'avoir l'arme nucléaire et plein de choses, qui fait que on ne pourra pas le détruire comme les États-Unis ont pu déstabiliser les pays latino-américains, etc. On fait des putschs, on mis les gens qui voulaient en Afrique, etc. Ils ne pourront pas le faire comme ils le veulent en France parce qu'on a les moyens de se défendre quand même un minimum. Et donc, la France peut devenir une exception qui inspire d'autres pays et en plus donner de la force à d'autres pays. Et je pense que la France peut s'associer à l'Espagne actuellement qui est quand même un phare, notamment pour la Palestine, etc. Et ensuite s'associer à des pays d'Amérique latine, le Brésil, etc. Et en fait, à plusieurs, on peut au fur et à mesure, entre guillemets, assainir l'équilibre mondial et peut-être réussir à imposer un peu plus la volonté des peuples, plus que celle de la monnaie et des dictateurs. Peut-être bien. Voilà. C'est ultra optimiste. Je suis ultra optimiste. Moi, en vrai, ça se tient. J'ai envie d'y croire. Mais c'est ultra optimiste. Écoute, je suis obligé d'imaginer des trucs positifs, sinon c'est mais la fin. c'est pas une critique, hein, quand je dis ça,